Bonjour, bienvenue. Pardon pour le petit retard, mais c'était au nom des retardataires. Bienvenue donc à la Cinémathèque française, bienvenue à cette rétrospective de tous les films de Robert Altman, donc quelques 50 films pendant un peu plus d'un mois. Donc de quoi voir, revoir, re-revoir. Bref, on a commencé mercredi soir avec la projection en ouverture du Privé, et cet après-midi, donc, un film d'à peu près la même période, là on est en 1900, enfin le film sort en 1971, John McCabe, plus exactement, McCabe and Mrs. Miller. Donc, un tout petit mot d'introduction pour vous dire qu'effectivement, c'est un film qu'Altman tourne à l'automne-hiver 70-71, et le film va sortir à l'été 1971. À ce moment-là, Altman est devenu, depuis peu, un nom sur la carte du cinéma, parce qu'en 1970, il a un peu cassé la baraque avec un film qui s'appelle MASH. Ce n'est pas son premier film, loin de là, mais c'est le film qui, tout d'un coup, le fait découvrir, une satire au vitriol de l'engagement américain au Vietnam. Le film suscite l'émoi critique, le succès public, une palme d'or au Festival de Cannes. Dans la foulée, il réalise le plus confidentiel, en tout cas le film marche beaucoup moins bien, Brewster McCloud. Je crois que les deux films, MASH et Brewster McCloud, ont été projetés hier. Et puis, il va tourner John McCabe, alias McCabe and Mrs. Miller. Le film aura un succès public et critique contrasté, voire plutôt un échec, à l'exception d'une critique dont on aura l'occasion, Jean-Baptiste Auré et moi-même, de reparler peut-être au moment de la discussion, c'est Pauline Kael qui littéralement découvre et fait valoir l'importance de John McCabe en particulier. Pauline Kael était critique influente au journal Le New Yorker, et elle publie un texte absolument dithyrambique sur le film. Elle passera, à l'époque ça se faisait, ça se fait plus, elle passera à l'émission de Dick Cavett, le Dick Cavett Show, et il lui donnera 20 minutes pour qu'elle puisse dire tout le bien qu'elle pense du film. On peut voir ce moment qui semble de l'espace sur YouTube. Voilà, donc tout ça pour vous dire un peu dans quelle situation est le film, et puis juste un dernier mot, et je passe la parole à Jean-Baptiste. Le film est une adaptation d'un roman d'Edmund Norton, c'est son premier roman, et qui date de 1959. De ce roman, on aura aussi l'occasion de reparler après la projection avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Auré est historien du cinéma, en particulier, et pas seulement du cinéma américain, du cinéma hollywoodien. C'est un cinéma qu'il connaît très bien, il est déjà venu plusieurs fois ici, et il est aussi cinéaste, et cinéaste, je dirais, là encore, où, non pas tous, mais la plupart de ses films concernent, j'allais dire, les corps et les décors américains. J'en veux pour preuve le dernier en date, s'appelle Neon People. Voilà, Jean-Baptiste, quelques mots, et puis bien sûr, vous connaissez la règle du jeu si vous voulez la suivre. On regarde le film ensemble, et puis après, on en discute, d'abord ensemble tous les deux, et puis bien sûr avec vous, vos remarques, vos questions, vos interrogations. Jean-Baptiste. Merci Bernard, bravo pour ton mot d'introduction. Synthétique, parfait. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je vais faire très court parce qu'ensuite on va évidemment en discuter plus longuement. Qui n'a jamais vu le film parmi vous? Ouais, alors c'est super. Non, parce que c'est vrai, un peu plus tard dans la journée, en fin de journée, on va projeter Nashville et je pense qu'on posera la même question. Et je trouve que c'est toujours génial dans une vie de cinéphile de se dire qu'on va un jour découvrir McCabe and Mrs. Miller ou Nashville en salle. J'espère pour vous qu'il y aura un avant, un après. En tout cas, moi, ça a été le cas. Notamment pour ce film-là, que je tiens pour un des 2-3 plus grands films de Robert Altman. Et comme le disait Bernard, le film n'a pas eu beaucoup de succès quand il est sorti, parce que Pauline Kael, lorsqu'elle va évidemment défendre le film à une heure de grande écoute, d'ailleurs devant un Dick Cavett complètement abasourdi, qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Dick Cavett, qui était un présentateur très en vogue dans les années 70 et qui recevait plein de gens différents. Donc cette critique de cinéma, à l'époque, en de prime time, on pouvait recevoir la critique de cinéma qui pendant 10 minutes vous parle d'un film que vous n'avez pas vu et vous engueule si vous ne l'avez pas vu.
Hein, c'est quand même une autre époque. Et tout à fait que le film n'a pas eu beaucoup de succès, ni public ni critique, mais il y a eu quand même quelques critiques qui l'ont vraiment défendu à l'époque. Et c'est vraiment qu'avec le temps que ce film va devenir non seulement une sorte de film culte, mais de film important pour comprendre et Robert Altman et le Super 15 70. Et on peut même considérer aujourd'hui que McCabe fait quand même partie de cette dizaine de films les plus importants pour comprendre la période des années 70. Bon. Bernard le disait, le film est tiré d'un roman d'un homme qui s'appelle Edmund Norton, qui est dans le roman, si ça vous intéresse, alors il est épuisé aujourd'hui, mais il est paru dans la collection Série Noire, en fait, en France, bizarrement, sous le titre La Belle Main, hein, vous ne trouvez pas sous le titre John McCabe ou McCabe et MC Miller, mais sous le titre La Belle Main. Et en fait, toute l'histoire de McCabe, rapidement, elle est assez drôle, puisque il y a un producteur américain à l'époque qui veut devenir producteur, qui n'a pas encore produit de film, il s'appelle David Foster. David Foster, vous avez peut-être entendu parler de lui, parce que c'est lui qui notamment produira Guet-apens de Peckinpah et qui produira The Thing de Carpenter, c'est quand même assez drôle. Mais il veut faire ses débuts comme producteur, et puis il se retrouve à Paris, ce type-là. On est à la fin des années 60, et il va voir l'agent de Simone de Beauvoir, parce qu'il a envie d'écrire plusieurs bouquins de Simone de Beauvoir, donc il s'appelle Ellen White, l'agent de Simone de Beauvoir, à Paris à la fin des années 60, et puis bon, ils font leur deal, sur le deal on y reviendra, ils font leur deal avec les bouquins de Simone de Beauvoir, et cette femme, Ellen White, donc, qui est l'agent de Simone de Beauvoir, lui dit, j'ai aussi un bouquin qui peut t'intéresser, de ce type qui s'appelle Edmund Norton, lis-le, ça s'appelle McCabe à Mrs. Miller. David Foster récupère en fait le roman, va le lire et dit ça c'est formidable, il faudrait en faire un film. Mais là on est avant MASH en fait, à l'époque où Robert Altman n'est à peu près rien, on en parlera après, il vient de la télévision, expérience plutôt désastreuse, il a pensé réussir à Hollywood rapidement, c'est pas venu, et quand il réalise MASH, il a 41 ans, c'est pas le perdreau de l'année, hein, Michael Mann, Robert Altman, et voilà, allez-y, vous avez le droit de rire. Pour les non-initiés, il se trouve qu'il a écrit un petit livre sur Michael Mann. Non mais ça c'est un problème de nomastie. Et donc en fait, à l'époque, effectivement, Altman n'a pas encore réalisé MASH, et donc quand David Foster commence à réfléchir à qui pourrait adapter ce roman, alors il y a les sources divergent, mais il en aurait parlé, en fait, notamment à Roman Polanski, à John Huston, il a envie que ce soit un de ces deux cinéastes-là qui s'occupe de McCabe. Finalement, ça ne va pas se faire pour différentes raisons, et à un moment donné, c'est Robert Altman qui va rentrer, on pourrait dire, dans le champ, et ce qui va convaincre David Foster que Robert Altman peut éventuellement faire le film, c'est évidemment, comme tu le disais, le succès totalement inattendu et stratosphérique de MASH. Hein. Il faut bien dire qu'à l'époque, Robert Altman n'est rien. 3 semaines après, tout le monde à Hollywood veut tourner avec lui. Hein. Et d'ailleurs, pendant toute sa carrière, Altman se servira de cette espèce de jurisprudence MASH. Hein. Même si les films ne marchent pas, même si on s'en fout, mais si on ne comprend rien à ce qu'il veut faire, même si tout a l'air obscur, oui, mais c'est quand même l'homme qui a fait MASH et qui un jour a détenu un secret qu'on va essayer éventuellement de reconduire. Et donc c'est comme ça que Robert Altman va se retrouver à la tête de la réalisation de McCabe. Alors, c'est intéressant parce qu'on en parlera sans doute après, le rapport de Robert Altman au western, il est compliqué, il a tourné 2 westerns dans les années 70, si on peut appeler ça des westerns, est-ce que c'est pas plutôt des films sur l'Ouest, on y reviendra. Il y a McCabe et évidemment Buffalo Bill et les Indiens en 76, que vous avez peut-être vu, c'est ces 2 moments où il va s'intéresser comme ça au western. Et en fait, Robert Altman, il va s'attaquer au western parce qu'évidemment, comme disait Bazin, ce genre américain par excellence, c'est vraiment le genre par lequel l'Amérique sait raconter son histoire. Mais au sens où on se raconte des histoires, on se raconte sa propre mythologie. Et Robert Altman va devenir en fait le grand, non pas historien, mais on pourrait dire le grand historiographe de l'Amérique des années 70, 80, 90. C'est-à-dire celui qui ne s'intéresse pas à l'histoire en elle-même, mais qui s'intéresse à la façon dont on raconte une histoire. Ça, quand on a ça en tête, on a à peu près tout le cinéma de Robert Altman. Évidemment, le western, c'est un terrain de jeu formidable. Quand on veut commencer à s'intéresser à la façon dont on a raconté l'histoire, et le western pour les États-Unis, c'est pas rien, c'est plus que le genre fondateur, c'est presque devenu l'histoire officielle. Et donc, il va s'attaquer, en fait, à ce film avec cette idée en tête, qu'il a un matériau absolument génial. Robert Altman va pendant longtemps un peu minimiser l'intérêt du roman de Norton en disant oui, je cherche un roman conventionnel, en fait je m'en foutais. Je voulais 2-3 situations un peu emblématiques et j'allais faire ma tambouille derrière. C'est un peu sévère à l'égard du roman, si vous avez l'occasion de le lire un jour, qui est un roman qui vaut plus que ce que Robert Altman en dit. On reviendra après sur les 2-3 grosses différences, parce qu'elles sont importantes, entre le roman et le film. Et voilà, le film va comme ça se lancer. Évidemment, Warren Beatty,
je vais un peu vite, mais va se retrouver à lire comme ça le script de McCabe. Warren Beatty, à l'époque, quand il reçoit le script, il n'a pas vu MASH. L'autre lui dit, tu devrais aller voir MASH. C'est ce type-là qui va réaliser. Beatty n'a jamais entendu parler de Robert Altman. Il va voir MASH, il dit, ok, je veux bien aller avec ce type-là. Leur relation va être extrêmement orageuse pendant tout le tournage. Et Warren Beatty embarque avec lui sa compagne du moment, qui est Julie Christie, la fameuse Mrs. Miller, etc. Donc ils vont partir tous les deux comme ça sur le film. Le film est tourné dans la région de Vancouver, hein, à peu près à 50 miles de la région de Vancouver. Et dernière chose, parce qu'évidemment qu'on parle de McCabe, et vous le verrez une fois que vous aurez vu le film, vous aurez dans la rétine des images qui vous quitteront absolument jamais. L'image, c'est Vilmos Zsigmond qui le fait, qui s'en occupe, le chef opérateur. Vilmos Zsigmond, en fait, récupère le poste de chef opérateur sur John McCabe parce que Laszlo Kovacs, hein, l'homme d'Easy Rider, etc., de Bob Rafelson, n'a pas pu faire le film, il est occupé, il dit, mais tu devrais contacter un de mes collègues, alors c'est plus qu'un collègue, c'est un ami d'enfance, c'est un ami d'études, il est hongrois comme lui, il dit, bah, Vilmos, il fera le boulot. Et Vilmos Zsigmond, en fait, se retrouve à travailler sur McCabe, et à partir de ce film-là, on parlera après du travail démentiel esthétique fait sur le film, en fait, on pourrait presque dire que c'est ce film-là qui va former l'image Vilmos Zsigmond. Quand on pense au American 70, on ne peut pas ne pas penser à Vilmos Zsigmond, ne pas penser à McCabe, ne pas penser évidemment à Deliverance, à The Deer Hunter, Rencontre du troisième type, à toutes c'est des photographies, on pourrait dire, de Zsigmond. Et c'est là, pour la première fois, que Zsigmond va, on pourrait presque dire, mettre au point ou inventer sa méthode. Ce qui fait qu'on reconnaît l'image de Zsigmond absolument tout de suite. Et c'est là que ça prend naissance véritablement dans McCabe. Voilà, on ne dit pas plus, on se retrouve juste après la projection dans 2 heures précisément. Merci beaucoup. J'ajoute un micro-détail, mais qui a son importance. Jean-Baptiste l'a dit, le roman d'Edmund Norton s'appelle McCabe. Le titre en français, c'est John McCabe, mais le titre qui vaut et qui explique tout, entre autres, de l'adaptation ou du déplacement qui intéresse Altman, le vrai titre du film, c'est McCabe and Mrs. Miller. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure. Bien, voilà, c'était donc McCabe and Mrs. Miller. Dans l'introduction, nous avons, Jean-Baptiste et moi, très rapidement situé Robert Altman à ce moment de sa carrière, ce vrai nouveau départ qui va inaugurer une série de films dans les années 70 et évidemment au-delà, puisque son dernier film date de 2006, The Last Show, en français. Home Prairie Companion dans le titre original, donc une longue carrière, mais effectivement quelque chose commence vraiment ici, dans ces années-là, et au début on a évoqué, Jean-Baptiste et moi, le roman d'origine, le roman qui donc paraît 10 ans, un peu plus de 10 ans après la réalisation du film, et donc ce roman de Edmund Norton qui était donc un New-Yorkais, un journaliste, dont c'est ce roman en 1959, le premier roman, et qui, à la fin des années 50 aussi, doit quitter les États-Unis, ou choisit de quitter les États-Unis, parce qu'il a des soucis avec la Commission des activités anti-américaines, et en particulier, il est soupçonné d'homosexualité, ce qui, de toute évidence, le décide à quitter les États-Unis, se retrouve à Paris, où il devient professeur d'anglais. Et c'est là aussi où s'établit la connexion dont a parlé Jean-Baptiste, c'est-à-dire avec Ellen Wright, qui est son agente, et qui va, comme Jean-Baptiste l'a expliqué, entrer en quelque sorte en contact avec le producteur du film, David Foster, et lui remettre ce roman qu'il va lire dans l'avion, et ensuite les choses vont peu à peu s'enchaîner pour arriver à ce film. Peut-être Jean-Baptiste, pour commencer, puisque tu as lu le roman, qu'est-ce qui a été en quelque sorte maintenu, bref,
ressemblances et différences, parce que je pense que c'est intéressant de mesurer la part d'adaptation, sachant qu'il y a eu, je le dis très rapidement, 2 à 3 scénarios. Un premier qui avait été confié à Ben Mallow, qui était un scénariste réputé, et puis ensuite Altman, je pense, a mis de côté plutôt cette version et a travaillé avec un nommé Brian McKay, et c'est ce scénario-là, en tout cas, puisque la question du scénario est relative chez Altman, c'est ce scénario-là qui a en quelque sorte été qui a permis les fonds, voilà, le canevas du film tel qu'il va être tourné et tel que le tournage en partie va le réinventer. Enfin, avant de commencer, qui parmi ceux qui ont découvert le film ont vraiment apprécié? Est-ce que c'est un grand moment pour vous? Ah oui. Ah bon, d'accord. Ça nous met plus à l'aise, ça nous détend pour discuter après. Enfin, vous pourrez dire aussi vos critiques si vous en avez tout à l'heure. Oui, enfin, pas là, mais plus loin. Non, alors, oui, non, en fait, la question du roman, enfin, moi, je l'avais lu, le roman, en fait, parce que je trouvais que c'est toujours intéressant, notamment dans le cas de Robert Altman. C'est pas le cas forcément de tous les films, d'aller toujours faire cette espèce d'exercice comparatif qui n'est pas toujours productif, ni même hyper intéressant, d'ailleurs, quand on parle de cinéma. Dans le cas d'Altman, oui, parce que, grosso modo, on peut dire là, pour le coup, le canevas général est maintenu. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire et qu'on la prend dans le bon ordre, le roman raconte à peu près la même chose. Un type qui sort de nulle part, qui a eu une certaine réputation, donc d'avoir tué ce fameux Bill Rowntree. Alors le film aurait pu s'appeler The Man Who Shot Bill Rowntree. On y reviendra après. Et puis voilà, il a un peu d'argent, il gagne au poker. Alors, dans le roman, l'idée que l'argent qu'il est en train de gagner au poker lui permet de monter la première affaire en fait de prostitution est beaucoup plus claire. Là, on a le sentiment qu'il gagne un peu d'argent, mais qu'il a aussi un peu de fonds avec lui quand il arrive. Dans le roman, c'est grâce à cette première partie de poker qu'il peut monter cette affaire. Et puis voilà, arrive Mrs. Miller, et puis ensuite, le déroulé est à peu près le même. Il y a 4 grosses différences en fait, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 4 à mon avis qui sont intéressantes de noter parce que ça raconte quelque chose du travail d'Altman et de ce qui l'intéresse vraiment. La première chose, c'est que le roman ne commence pas au début du film, avec l'arrivée de John McCabe sur la musique de Leonard Cohen, etc. Ça commence dans le dernier tiers du film, lorsque Warren Beatty monte sur le clocher de Presbyterian Church. Le roman commence là. Et à partir de là, il va dérouler comme une sorte de gigantesque flashback, si vous voulez, de façon rétrospective. Toute l'histoire du film, du récit, se pose dans la question comment est-ce que John McCabe en est arrivé là. On rentre dans le roman avec un type sur un clocher qui visiblement attend 3 tueurs qui sont à sa poursuite. Et à partir de là, le roman repart en arrière pour, dans les 7 derniers chapitres du roman, parce que dans le roman, le duel de fin dure la moitié du livre. Hein, c'est énorme. Alors que Altman le concentre gros sur le dernier quart, dans le roman c'est vraiment la moitié. Donc Altman abandonne cette structure, on pourrait dire, en flashback rétrospective. Autrement dit, comme une sorte de cliffhanger. C'est dramatique, comment on est arrivé à ce drame-là? Alors, on y reviendra, mais c'est pas inintéressant que Altman n'ait surtout pas envie, en fait, de commencer par une sorte de point tragique ou de point culminant, c'est tellement pas son style, hein, c'est que quand le film commence, et même pendant tout le film, on ne sait jamais vraiment où il va, même si on sent qu'après la séquence de l'enterrement de Bart, hein, il y a quelque chose de sombre qui est en train tranquillement de tomber, la mort s'invite dans le film, de différentes manières, mais l'idée d'Altman, c'est vraiment qu'on va suivre cette espèce de petit milieu, et le film, on sent qu'il peut aller dans à peu près toutes les directions possibles pendant très très longtemps. S'il avait commencé avec cette espèce de finale, évidemment, même nous, en tant que spectateurs, on aurait prêté sans doute beaucoup moins attention à plein de petits événements, à plein de petites histoires, au rôle, évidemment, au rôle du prêtre, aux personnalités des différentes prostituées, à ce cow-boy qui veut se tailler la barre, qui est un peu coquet, hein, des choses comme ça. Donc l'idée d'Altman, c'est supprimer cette structure-là. La deuxième différence, à mon avis, qui est importante, c'est notamment la séquence de l'avocat. Dans le roman, l'avocat est un type qui est un vieux monsieur. Le personnage ici joué par William Devane, voilà, c'est ça. Toute la séquence où il va voir l'avocat en espérant trouver de l'aide. Voilà, en disant finalement mon dernier recours, étant pas on l'aura compris qu'il a une réputation un peu supérieure à ce qu'il est vraiment, son dernier recours c'est la justice, les États-Unis, et dans le roman, il tombe sur un avocat ami, on pourrait dire, quelqu'un qui est un vieux briscard, mais qui est complètement au courant effectivement de la puissance de la compagnie, y compris
sa capacité, on pourrait presque dire, à manipuler juridiquement, etc. Il lui dit en gros c'est foutu, je suis de votre côté, prenez les armes, il faut y aller. Hein. Et là, Altman transcende complètement. Tu me disais qu'il lui dit même vous allez faire jurisprudence. Voilà, exactement. Il dit que vous allez être tué, mais en fait, bon, il n'y a pas trop de choix. En plus, cette espèce de compagnie qui, d'une certaine manière, est une compagnie au contour invisible. Et d'ailleurs, on sent quand même dans le film que ça annonce un truc du cinéma américain 3-4 ans plus tard, avec tous ces consortiums un peu invisibles qui envoient des espèces de nervis. Là, sont les trois tueurs. Mais déjà, la compagnie, alors qui porte le nom de ses deux fondateurs, reste une entité abstraite qu'on ne verra jamais. En fait, on ne voit que les gens qu'elle envoie, de certaine manière, la plus brutale. Et donc Altman change complètement ça. On passe d'un vieux monsieur un peu déçu à William Devane, qui est quand même la figure, à ce moment-là dans le cinéma américain, la figure du traître, la figure de l'hypocrite. Hein. On était même ici il y a quelques semaines pour parler de Marathon Man. Hein, voilà. William Devane, à cause de son sourire, de ses dents, mais même dans le complot de famille d'Hitchcock, il est comme ça. Hein. Je dis pas ça pour ceux qui ont des dents proéminentes, c'est pas tous comme ça. Et il se trouve que William Devane, il a été au début des années 70, dès qu'il apparaissait, on se dit qu'il y a un truc qui tourne par moi avec lui. Autrement dit, il pense autre chose que ce qu'il est en train de dire. Et c'est vraiment le rôle que lui donne à ce moment-là Robert Altman. Vous avez remarqué quand même qu'il s'appelle Clément Samuel. Alors évidemment, Samuel Clément, c'est le nom original de Mark Twain. Hein, et en fait, je me suis renseigné, je me suis dit pourquoi il n'a pas intégralement retourné ce serment de Mark Twain pour l'appeler comme ça. Il l'appelle Clément parce qu'en fait, c'était le deuxième nom du père de Robert Altman, qui s'appelait Bernard Clément Altman. Donc en fait, il fait un mix entre Mark Twain et son propre père. Ça te donne l'idée de ce que pensait Altman de son père, en fait. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, l'avocat, en fait, dans le film, il a été aussi pensé, alors c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, 50 ans après le film, on y pense moins, mais il est aussi, pour les Américains de l'époque, une espèce de figure du pouvoir politique, de l'institution. Il a même été presque conçu comme une espèce de figure kennedienne, d'une certaine manière, un peu comme ça séduisante, agréable, qui balance des mots creux, etc. Mais en fait, tout ça ne sera suivi d'absolument aucun effet. Hein. Et d'ailleurs, vous avez vu la photo du président McKinley, parce qu'on est en 1902, hein, le président qui, entre parenthèses, sera assassiné très peu de temps après. Voilà. Bon, donc le deuxième changement, c'est l'avocat, hein, qu'Altman reconfigure intégralement. Le troisième changement, c'est toute la fin du film, C'est-à-dire que dans le roman, en fait, Norton fait vraiment émerger face à McCabe un antagoniste masculin. Hein, qui est le personnage de Sheehan, celui qui possède le premier saloon et qui va pactiser extrêmement rapidement avec les membres de la compagnie. Dans le roman, ce personnage-là est un personnage qui s'oppose à McCabe, qui discute avec lui, qui fait vraiment sécession, qui se met du côté de la compagnie, et à la fin du film, Mrs. Miller ne termine pas dans les volutes d'opium façon De Niro avant dans l'Amérique de Léon, mais elle va abattre en fait Sheehan, considérant que McCabe est mort. Pour se venger, elle abat Sheehan. Ça change rien à l'ordre du monde, hein, tout ça, parce qu'à la fin la compagnie va revenir. Je veux dire, rien n'a changé entre à peu près le début et la fin, mais en tout cas, Constance Miller tue Sheehan. Ce qu'elle ne fait pas là du tout, elle décide plutôt de s'échapper. Hein, de cette espèce de réalité qu'elle sent, elle, un peu plus longtemps, parce qu'elle est plus maligne que McCabe, qu'elle sent inexorable depuis un moment. Et juste avant de revenir à la quatrième, donc le personnage de Sheehan, joué par René Auberjonois, qui est un des fidèles, qui sera un des fidèles de Altman dans le film, c'est un personnage plus discret, c'est-à-dire qu'il, dans le film, hein, il n'a pas du tout la même vocation d'opposition à Warren Beatty. On sent que c'est, d'une certaine manière, c'est entre guillemets, si ce mot a un sens chez Altman, une sorte de second rôle, c'est-à-dire une figure, de biais en coulisses, présent et absent, quoi, plus un regard qu'un acteur. Oui, c'est vrai. Et alors tu as raison, c'est qu'en même temps, il est plus présent au début, en fait, lorsqu'il s'agit de faire le premier deal. Hein, on y reviendra parce que le mot deal est un des mots les plus employés en fait dans le film. Voilà, c'est un des premiers, il intervient, puis après il se met en retrait, mais en même temps. Ça, c'est l'art d'Altman, c'est que toujours en un plan ou deux, on a une présence un peu comme ça furtive, il raconte tout ce qu'il faut, je pense, à l'arrivée des deux membres de la compagnie, menés par Michael Murphy. Michael Murphy, qui, comme René Auberjonois, ils sont tous là, hein, John Chuck, Pat Rensen, Shelley Duvall, toute la bande de Robert Altman est dans le film, avec des rôles plus ou moins importants. Et lorsque les deux sortent de la calèche,
juste après, on voit un moment, mais en plus on est dans le noir, il faut vraiment percevoir, c'est que si on a éternué, on a tout loupé à ce moment-là du film. On voit Michael Murphy qui met la main sur l'épaule de Sheehan en lui disant « on est d'accord ». Et hop, à ce moment-là, on a un mouvement de caméra, on suit Michael Murphy qui va à la rencontre de McCabe. Et là, tout se joue en une seconde, en fait. Cette idée que, Sheehan, il a changé de vêtements tout de suite, il a plus ces espèces de guenilles dégueulasses, etc. Il a maintenant le manteau des puissants, ou ceux qui se croient puissants. Vous savez, c'est très important dans le film, les manteaux. Hein. Je veux dire, quand on arrive avec des pelures de phoques, de tout ce qu'on veut, c'est qu'on est du côté du pouvoir, ou comme McCabe, on croit qu'on l'est. Et là, ayant changé de tenue, on sait que Sheehan a changé de camp. Il a trahi, d'une certaine manière, son association avec McCabe. On y reviendra sans doute après, parce qu'évidemment, ça fait partie de ces personnages qui agissent au nom d'intérêts ponctuels. Hein. Pas du tout en fonction d'une forme de morale, ou d'amitié, ou de complicité avec quelqu'un. Dès lors que le pouvoir, donc l'argent, change de camp, tout de suite je change de camp. Et Sheehan est une figure, avec le prêtre, sans doute la plus négative, à mon avis, du film. Et tout ça se joue donc en un détail. Hein, la main sur l'épaule de Michael Murphy, le fait que l'autre ait changé en fait, de manteau, et ensuite Sheehan ne dira quasiment plus rien, mais il sera là comme une espèce de présence, la présence du traître, du collabo muet, notamment lors de la rencontre avec Butler. Vous voyez, il y a beaucoup de retours sur en fait Sheehan, qui se sent évidemment piteux, parce que lui, il est passé complètement du côté de la compagnie, il comprend le projet de Butler, il sait, etc., mais évidemment, il ne soutient pas McCabe, et pourtant, Altman n'oublie jamais, hein, ça il faut être toujours très attentif dans les films d'Altman, tellement tout se joue parfois à un plan ou deux, c'est tout sauf le contraire d'un cinéaste qui souligne, qui surligne, qui redit 3 fois la même chose. Chez Altman, il faut être attentif à tous les points de vue du terme. Et la dernière chose qui a été changée, et sans doute, enfin tout est important, mais là encore plus, c'est le fait que Altman va inventer l'idée de l'incendie en fait, de l'église qui vient parasiter toute la fin du film. Dans le roman, il n'y a pas du tout d'incendie. Et comme il n'y a pas d'incendie, on ne sait pas que dans l'église, il n'y a rien. C'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand McCabe, comme nous d'ailleurs, à la fin du film, va dans l'église pour trouver refuge, hein, normalement, hein, le Joseph à la recherche d'une crèche qu'on entend au début, chanté par Leonard Cohen, là il est un peu violemment démenti, il rentre là et il tombe sur en gros l'intérieur tenu par un psychopathe. Il n'y a rien, il n'y a aucun banc, il y a une scie, il y a des flingues, le type est complètement fou, etc. Ce qui fait que tous les gens qui vont aller, en fait, tenter de sauver l'Église, vont tenter de sauver un symbole, une sorte de valeur creuse. Mais eux ne le savent pas parce qu'ils ne l'ont pas encore vu, alors que McCabe, lui, le sait. Et donc c'est Altman, en fait, qui invente cette idée de l'incendie, qui pour moi est une idée absolument géniale, parce qu'on imagine, en fait, cette séquence de fin. Déjà, la poursuite en elle-même, elle est très particulière. Hein, elle se distend dans la neige, l'effacement peu à peu des personnages, des figures, c'est un truc assez fou. Mais en plus, ce qui normalement, en fait, le duel ou l'affrontement entre les 3 tueurs et John McCabe, dans n'importe quel film classique, on pourrait dire, ça aurait été le point culminant du récit, l'horizon vers lequel on va. Enfin, le train sifflera 3 fois, exemple, évidemment, absolument exemplaire. Bon. Mais là, non seulement Altman nous dit les rues sont désertes, John McCabe est tout sauf un héros, il tire dans le dos, il marche à 4 pattes près du saloon, enfin c'est la survie que nous raconte Robert Altman. Il n'est pas en train de nous dire il y avait des cow-boys, le code de l'Ouest, je veux dire la tenue, les beaux colts rutilants, etc. Non, vivre dans l'Ouest à l'époque, c'est survivre. Pour McCabe, pour les femmes, je suis la femme de quelqu'un, mon mari meurt, il faut survivre, prostitution. C'est vraiment un film sur la question de la survie dans l'Ouest. En milieu hostile. C'est vraiment ce que raconte le film. Et dès le début, on a compris quand McCabe arrive sous la pluie, la neige, ça va pas être, voilà, c'est pas le Club Med, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la toute fin du film, non seulement McCabe en fait dévitalise intégralement le conflit ou le duel classique attendu. Il y a T'as dit McCabe. J'ai dit McCabe, bon, disons Altman. La deuxième chose, on se rend compte, parce que le film est absolument passionnant, géographiquement parlant, c'est un grand cinéaste de l'espace, plutôt c'est un grand cinéaste du territoire, et pas de la carte, Robert Altman. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans un film classique, dans un western classique, et même pas que classique d'ailleurs, il y a quand même toujours cette idée que la ville, elle est construite autour d'une Main Street.
une espèce de rue principale, hein, où c'est là que généralement se jouent et où se dénouent les grands conflits du film. Le fameux duel sur la Main Street. Là, il y a zéro Main Street, en fait, dans Presbyterian Church, dans cette petite ville. On comprend que le centre, c'est le bordel, des détournements plutôt assez savoureux d'ailleurs. Et quand vous regardez, en fait, le film, vous vous rendez compte que Altman s'est vraiment arrangé avec Léon Eriksen, qui est le production designer, qui a joué un rôle capital dans le film. On est quand même frappé par ça. Vraiment le chef décorateur, celui qui conçoit et construit avec d'autres, évidemment, Voilà. cette ville. Voilà, la ville, les détails, à la fois les objets, les tentures, tout, il y a une dimension réaliste qui est absolument incroyable. Et on se rend compte que d'un point de vue, en fait, spatial, la ville de Presbyterian, c'est une série d'archipels reliés entre eux par des ponts, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, vous avez vu le privé ou pas? Vous vous souvenez de cette espèce aussi de pont, on pourrait dire, entre, disons, d'un côté Marlowe et le bar, hein, et puis Marlowe et les filles hippies. Il y a un truc comme ça chez Altman qui utilise toujours le pont, non pas pour dire façon les fantômes partent à sa rencontre, hein, c'est pas ce pont-là dont on parle. Hein. C'est le pont, plutôt cette idée que, en fait, cet ensemble d'archipels, ça forme une société, et chacun est dans son île et dans son monde. En fait, ça communique pas naturellement. Autrement dit, il faut toujours aller franchir l'espace d'une petite île à une petite autre pour que quelqu'un d'un bout de peuple rencontre un autre bout de peuple. Et je trouve que, à la fois géographiquement et presque politiquement, c'est hyper intéressant la façon dont il a organisé la ville de Presbyterian Church sous une forme comme ça d'archipel, puisque un des sujets du film, c'est évidemment la question du peuple. Et je termine avec ça, Bernard, par rapport à cette fin. Donc, cette idée de l'incendie qui arrive. Donc, non seulement Altman, il dévitalise de certaine manière le western classique, enfin, non, il ne va pas contre ça, on dirait même pas. Après, le fait d'aller contre ou pour, je m'en s'en fout, Altman. C'est plutôt qu'en fait, il revient à quelque chose qui est antérieur au western, à savoir l'Ouest. C'était quoi l'Ouest? Peu importe comment Hawks, Ford, Alan Dwan, Petit Cœur l'ont représenté, c'était quoi l'Ouest? Donc il y va de façon presque beaucoup plus empirique et naïve, il n'a pas forcément envie de régler ses comptes avec certains cinéastes. Donc non seulement, on ne pourrait pas se dire, il nous montre une sorte de duel, de ville, comme on a le sentiment d'avoir à peu près jamais vu au cinéma. Hein. Et je ne parle pas de la neige, parce qu'il y a eu des westerns neigeux, hein. Je ne parle pas de la neige. On a le sentiment de découvrir l'Ouest comme ça jamais été. Et surtout, il invente un espèce d'événement parasite, d'une certaine manière, qui, pour le coup, fait très mal à ce qu'est en général le point de dénouement du western classique, où toutes les oppositions, les forces convergent vers ce moment où deux hommes vont se battre. Et du résultat de ce duel-là, la communauté va en ressortir renforcée, protégée, sécurisée. Là, pas du tout. Il invente un autre phénomène autour duquel la communauté se ressoude. Parce que ce qui est complètement dingue, évidemment, il y a plein... Le train de 3 fois avait énervé beaucoup de cinéastes, Howard Hawks en particulier. Il disait, c'est quoi tous ces gens de la ville là, qui attendent qu'il se passe quelque chose? Tout le monde s'en fout en réalité. Chacun ne pense qu'à soi. Là, on a une ville qui est complètement déserte. Donc, on voit bien qu'il y a d'un côté, du côté de l'opposition entre McCabe et les autres, la population s'est terrée chez elle. Hein. Les Chinois ne sont pas concernés. Ils sont dans une autre ville, eux. Elle s'est terrée chez elle. Mais par contre, la population, on pourrait dire que l'étincelle collective et démocratique, elle renaît au moment où l'Église est attaquée. Alors c'est assez génial, puisque c'est un vrai détournement à la fois de spectateurs, d'affect, de morale. On se dit, mais mon gars, on appelle à un moment donné le leading citizen. Hein, c'est hyper important, McCabe, pour la communauté. Enfin, c'est lui qui l'a monté, c'est lui qui, avec Constance Miller, qui apaise tout ça, c'est avec lui un peu que ça fait peuple, quoi, Presbyterian Church. Et là, le type est en danger, tout le monde reste chez soi, et quand ils se mettent à bouger, c'est pour aller sauver l'église. Donc le film est doublement, en fait, cruel là-dessus. Et ça, c'est un truc aussi qui est typique de Robert Altman, et je termine avec ça, c'est que dans tous ces films, vous vous rendez compte qu'il y a toujours, pour ceux qui en ont vu comme ça quelques-uns, et c'est souvent ce qui fait violence aux spectateurs, et ce qui a fait violence à la critique à l'époque qui était parfois sévère à son égard, c'est cette idée grosso modo que, en fait, il y a toujours un événement en trop dans les séquences ou dans les plans. On ne sait pas où regarder vraiment. Il nous dit ça ou il nous dit ça. C'est ce personnage qui est important. McCabe, il est en train de négocier avec son comptable ou il est obsédé par Constance Miller qui vient pour $5 de partir, etc. Ça, c'est Robert Altman, cette espèce de grande démocratie, cette puissance, à mon avis, qui fait qu'il y a toujours 2-3 événements concurrents possibles dans toutes les séquences. Enfin, c'est même pas que c'est concurrent, c'est qu'il faut tous les voir en même temps. Et comme on n'arrive pas
à tous les voir en même temps, en fait, chaque spectateur se focalise plutôt sur un détail, etc., etc. Et là, à la toute fin du film, de cette manière, il orchestre ça à l'échelle du final. Il nous dit, ben voilà, je parasite cet événement primordial. Il déteste ça, Robert Altman, l'espèce de l'événement qui occupe tout le monde. Ça n'existe pas dans la vie, il n'y a pas un événement qui occupe tout le monde, soit un truc un peu imbécile, quoi. Ça n'existe pas. Donc, moralité, je vais créer cette espèce de contre-événement, on pourrait dire, mais qui va, alors sans aller trop loin, contre une forme de centralité autoritaire du cinéma classique hollywoodien. Le cinéma classique hollywoodien, il nous dit toujours, bon, c'est ce type-là et cette femme-là qui sont importants. Les autres, c'est second rôle, figurant, on s'en fout. Tu vas suivre cela. Ils vont te faire la morale, elles sont, s'ils gagnent, toi tu gagnes. Altman, il déteste ça. Il n'y a pas de raison, tout le monde a le droit au cadre de la même manière. Et la plus belle mort dans le film, la plus belle fin, c'est Kit Carradine, un type sorti de nulle part, qui n'a rien demandé, qui incarne évidemment l'innocence absolue. Bon. Et donc, celui qui meurt sur le pont. Voilà, dit vraiment qui est abattu sur le pont. Le naïf d'ailleurs, hein, qui marque c'est la première collaboration d'ailleurs entre Robert Altman et Kit Carradine, qui va devenir un des fidèles, on pourrait dire, du clan Altman. Et donc l'idée, pour boucler sur cette histoire du roman, l'idée que Altman ait choisi d'introduire un contre-événement, en fait, c'est passionnant parce que ça raconte tout ce qu'est en fait le cinéma de Robert Altman. Ça aurait été trop simple pour lui que pendant un quart d'heure, on suive un type, autrement dit, on prenne en otage, ou on mobilise l'attention du spectateur en disant il n'y a que ça qui est important. Et ça, c'est typique de Robert Altman, on pourrait dire c'est son élégance d'une certaine manière, c'est toujours faire intervenir 2-3 événements en même temps, et c'est à nous de choisir. C'est tout à fait vrai que la question du décentrement du récit est cruciale. Vincent Amiel, on avait fait il y a, je crois, 15 ans, déjà une rétrospective Robert Altman à la Cinémathèque. Vincent Amiel, qui est critique de cinéma et professeur, avait donné une conférence sur Altman que vous pouvez voir sur le site de la Cinémathèque, et il disait la mise en scène de Robert Altman n'est pas narrative, elle est descriptive. Et effectivement, on a en tant que spectateur un travail à faire à partir du plan, j'allais dire autant à l'image qu'au son. On a un travail à faire pour choisir, retenir, ne rien manquer si possible. Je pense toujours, quand je vois ce film, à l'audace tranquille d'un plan qui est la première apparition de Julie Christie, c'est-à-dire Mrs. Miller, la première fois on pourrait la rater. C'est-à-dire la première fois que John McCabe va à la ville, Berpo, pour choisir ou recruter les 3 premières prostituées qu'il va ramener au camp. À un moment, il ouvre une porte, où le mec qui vend les prostituées, le macro, là, ouvre une porte, et on voit, dans le fond, on voit Julie Christie, c'est-à-dire on voit Mrs. Miller, qui se détourne et qui s'en va vers le fond du plan. On pourrait la manquer, c'est pourtant sa première apparition. C'est comme ça, les choses sont en quelque sorte données à égalité, et absolument pas forcément pointées par la mise en scène. C'est pour ça que c'est une mise en scène effectivement démocratique ou généreuse, et aussi, on pourrait dire, réaliste. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à un point de vue comme dans la vie. On pourrait manquer tel aspect, ou au contraire chercher à être attentif à toutes les dimensions. On reviendra sur la question du son. L'autre chose, parce qu'évidemment, il faut aller vite, c'est ce que tu disais et qui frappe à chaque fois, on en parlait avant la projection, c'est que des films historiques, donc celui-ci se passe en 1901-1902, des films d'histoire, des films de reconstitution, très souvent, en tant que spectateur, on a le sentiment très fort, et dont on a du mal à se débarrasser, qu'on est devant une reconstitution. Disons, dans les pires des films, on a le sentiment que, oui, le cinéaste ou le film nous montre le décor, presque on filme le budget, et on assiste en quelque sorte à une reconstitution. Bon, voilà. Ici, je trouve, et ils sont rares les films comme cela, donnent le sentiment inverse, en quelque sorte, que par on ne sait quel miracle, le film aurait été filmé non pas comme en 1901, mais en 1901-1902, et qu'il ressemblerait à ça et qu'il arriverait jusqu'à nous. Et pourtant, il y a les stars, et ça, je crois que c'est une des dimensions très importantes de la mise en scène d'Altman. Il arrive véritablement, pour son tournage, et donc pour l'effet sur l'écran, à recréer une communauté. Ils l'ont dit, ils l'ont expliqué, c'est pour ça que tu citais Léon Eriksen, qui est le chef décorateur, qui est en quelque sorte le grand architecte de cette ville.
Et c'est absolument crucial dans la méthode de Robert Altman, donner à voir une ville qui est elle-même en construction et dont le tournage va suivre la construction. C'est-à-dire l'intrigue va suivre la construction du village dans lequel vivent une partie de l'équipe, une partie des acteurs. Donc il y a une vie en quelque sorte dans ce décor et c'est cette vie-là que Altman cherche à capter. Et puis, encore par rapport à ce que tu disais aussi, et revenons sur la fin, le gunfight. Alors, peut-être que ça se voit moins, bien que c'est une restauration 4K. Moi, il faudrait comparer avec une copie 35 mm. Là, on voit que c'est une restauration 4K où Vilmos Zsigmond lui-même a été impliqué. Donc, on peut faire confiance à la photographie qui nous est restituée, même si le numérique, moi, je pense, a toujours tendance à éclairer ou éclaircir les choses. Bref, je dis ça parce que il y a une question fondamentale, Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure, c'est l'apport de Vilmos Zsigmond et le travail entre le chef opérateur et le cinéaste. Les 20 dernières minutes du film, c'est-à-dire à partir du moment où John McCabe se réveille et que Mrs. Miller est partie et qu'il se réveille seul dans le lit, là, la pellicule, en quelque sorte, on pourrait dire, est normale. Et sur ces 20 premières minutes, c'est pour avoir une lumière crue, pour avoir la lumière de la neige, pour avoir la lumière telle qu'elle est, en quelque sorte, à ce moment-là. Et tout le reste du film, tout ce qui a précédé, la pellicule, et plus exactement le négatif, ils ont pris le pari, l'un et l'autre, d'exposer à la lumière ce qu'on appelle flasher le négatif. C'est-à-dire qu'ils ont exposé le négatif à la lumière avant son impression. C'est-à-dire qu'ils ont en quelque sorte voilé la pellicule, ils l'ont en quelque sorte, on pourrait dire, brumisé, ce qui permet de donner ce sentiment que les couleurs sont désaturées, et surtout aussi cette espèce de gaz ou de brume, ou ce camailleux qu'on voit en permanence dans l'image, et qui est cette teinte qu'il voulait obtenir pour l'ensemble du film, moins les 20 dernières minutes, où en quelque sorte, là, littéralement, McCabe se réveille. Et il se réveille, on pourrait dire, dans la réalité, et cette réalité est un cauchemar. Et tout le reste pourrait comme être, en quelque sorte, rêvé, imaginé, voulu, tel quel par lui. Mais encore une fois, ce travail de Vilmos Zsigmond et de Altman, évidemment, le studio a détesté ça, mais Altman a dit, on a flashé le négatif, parce que comme ça, ils étaient mis devant le fait accompli, ils ne pouvaient rien faire, et ils étaient obligés de tirer les copies avec ça. Parce qu'effectivement, s'ils avaient travaillé par la suite ça en post-production, ce qui n'était pas possible à l'époque, ils auraient pu toucher en quelque sorte à ce travail voulu par Altman. Donc voilà, je dis tout ça rapidement, mais c'est crucial pour comprendre qu'Altman, c'est non seulement un expérimentateur du récit, comme tu l'as décrit, hein, une mise en scène comme on a rarement vu, et un renversement même comment dire, des enjeux habituels, mais c'est aussi quelqu'un qui expérimente, considère que le moment du tournage est un moment d'expérimentation sur l'image, mais on pourrait dire la même chose non, sur le son. C'est-à-dire ce que Altman propose, j'allais dire, aux grandes dames parfois de Warren Beatty. En fait, dans tout ce que tu dis, je pense qu'il y a, la question du réveil, elle est évidemment très importante, puisque il me semble que même quand on découvre le film pour la première fois, cette espèce de sentiment ouaté pendant les 2 premiers tiers, si on ne le formule pas exactement, on le perçoit. Parce que Altman avait comme référence, dans son travail notamment avec Zsigmond, cette idée d'avoir des photos, ce qu'il appelait les antiques, quoi, des photos un peu à l'ancienne, avec un peu de sfumato, un peu flou, un peu brumeux, comme ça. Et nous, évidemment, le problème c'est qu'on ne peut jamais faire abstraction du fait qu'on voit ce film en 71 ou en 2026. Et donc nous, évidemment, on a presque le sentiment de voir une réalité à laquelle nous n'avons jamais assisté, à laquelle on n'a jamais visuellement en fait accès. D'où cette espèce de côté un peu rêverie, d'une certaine manière. Et effectivement, comme tu le dis, il y a un moment quand McCabe se réveille, il se réveille à la réalité. Mais en fait, il se réveille à la réalité de quoi? Moi, c'est ce que je me redemandais encore pour la énième fois en revoyant le film. Et on se dit que, on pourrait dire que Robert Altman, en fait, il épouse, pendant les 2 premiers tiers du film, le délire
personnel, on pourrait dire, de McCabe. Même si plein d'éléments nous disent ce type de, évidemment, on ne va pas s'en sortir, c'est dangereux, certains ne sont pas dupes, etc., il n'empêche qu'il a tellement de tendresse pour McCabe et pour Mrs. Miller, de cette manière que pendant les 2 premiers quarts du film, il a envie, d'une certaine manière, d'épouser son rêve à lui. Hein. Cette idée qu'il est plus fort, il s'en sortira, il fait des deals comme absolument personne, il ne sait pas compter, mais c'est un super comptable. C'est vraiment, voilà, d'une certaine manière, il épouse son propre délire, ce qui est tout ce que je trouve très beau, entre parenthèses, puisqu'à la fois il épouse, et en même temps il ne ment pas sur la réalité. C'est ça la puissance du film. C'est qu'il nous dit, je vois un cinéaste qui a envie d'être du côté de McCabe, peut-être qu'on y reviendra après, de cette espèce de petit entrepreneur du 19e siècle, alors que les mecs du 20e sont en train d'arriver, parce que le film raconte, est aussi toute une histoire de la transformation du capitalisme industriel du 19e en capitalisme fordiste du 20e. Peut-être qu'on reviendra sur la fameuse phrase de la meuf poignée tout à l'heure, qui est vraiment une phrase d'économiste à ce moment-là. Bref. Et Robert Altman, en fait, il a envie d'être de son côté. De cette manière, il lui fait ce cadeau pendant les 2 premiers quarts du film. Et même chacun, à l'exception de Mrs. Miller, a envie presque de croire, d'épouser son propre rêve. Et le réveil, c'est le mot, pour le coup, c'est plus possible. C'est plus possible parce que les 3 tueurs vont arriver et que la violence réelle, notamment de cette compagnie, va s'exprimer. Donc c'est très beau. Et cette espèce on pourrait dire, cette fin avec Julie Christie, on renvoie, enfin, ou plutôt commence les 2 premiers quarts du film. C'est que Mrs. Miller, elle, a été au courant de la réalité beaucoup plus vite. Elle lui dit, attention, c'est une balle dans la tête que tu vas recevoir. Lui, c'est un sorte de bonimenteur, en fait, c'est un fanfaron de cette manière. Là, il est habillé comme un magicien, même son chapeau de tête, personne n'a jamais vu ça dans le rêve, quoi. Mais Mrs. Miller, qui est une vraie pragmatique, beaucoup plus réaliste, j'aime beaucoup le feu de questions auquel elle le soumet lorsqu'ils vont discuter tous les deux, mais tu sais quand une femme a ses rêves et quand elle ne veut plus, et comment lui il est complètement débordé, il a juste un petit rire un peu ridicule à opposer à ça, mais c'est une pragmatique. En fait, de certaine manière, c'est ça que j'adore le personnage de Constance Miller, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui a divisé son cerveau en 2. Il y a la Constance Miller, femme d'affaires, dure, impitoyable, etc. Et puis il y a la rêveuse. Et donc Altman met d'un côté celle qui est capable de faire des additions à 300 à l'heure, et de l'autre celle qui fume de l'opium. Et de certaine manière, elle a trouvé, un moyen de négocier avec la réalité, qui est extrêmement efficace d'une certaine manière. À la fois, je me coltine le réel quand il faut, et il y a des moments, ce réel, il est tellement cauchemardesque, il est tellement dur, qu'il me faut ma soupape d'opium. Il faut que j'aille dans mon monde, on pourrait dire, opiacé, pour pouvoir le supporter. Le problème de McCabe dans le film, c'est qu'il n'a pas fait ce travail. Lui, il confond les 2 en permanence. Lui, on a le sentiment que l'opiacé et le réel se mélangent, et quand le réel dans la figure, c'est beaucoup plus violent. Travail mental, et pour le coup, on pourrait presque dire politique, que Constance Miller a su faire. Et oui, je voulais juste dire, Nora, peut-être qu'on va en parler de cette question de l'argent, parce qu'il faut quand même dire oui, on disait que le film aurait pu s'appeler The Art of the Deal. Fondamentalement, c'est un film qui ne parle que d'argent. En fait, vous l'avez peut-être... moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au bout de 2, 3, 4 visions en me disant, mais fondamentalement, les 4/5 des dialogues de McCabe, c'est « je te donne tant, ça coûte tant, investi, voilà. » Ça ne parle que d'argent. Donc on voit bien que l'autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de strates dans McCabe, et on ne va pas toutes les aborder, mais l'une de ces strates-là, c'est évidemment un film sur la question on pourrait dire, de la mythologie, de l'arrivée du capitalisme dans cette espèce d'endroit, dans ce wilderness. D'ailleurs, je dis ça au passage parce que lorsque Constance Miller arrive avec ses propres prostituées, c'est lorsque les premières prostituées arrivent, pardon, et donc avec Shelley Duvall qui est confondue. Je veux dire, la scène où elles arrivent sur le tracteur à vapeur. Le tracteur à vapeur. Cette séquence-là, en fait, je dis ça parce qu'on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais on est en 70 quand il tourne cette séquence-là. Ce plan-là, on voit vraiment dans cette espèce de nature hostile, difficile ou autre, et l'arrivée de cette machine à vapeur avec les femmes derrière, en fait, ça cite la couverture d'un livre qui a eu énormément d'impact, je dirais, intellectuel, idéologique,
aux États-Unis à la fin des années 60, qui s'appelle Machine in the Garden. Vous connaissez peut-être cet ouvrage, hein, Léomard 67, qui est vraiment un truc extrêmement important. Et on voit à ce moment-là, dans ce plan, que Altman, en fait, encore une fois, on est 4 ans après l'apparition de ce livre-là, cite exactement, c'est vraiment Machine in the Garden. Et ce machine-là, c'est évidemment le surgissement de la civilisation et donc du capitalisme. Tout ça pour dire que le film, en fait, il est à cheval, on pourrait dire, entre, un peu ce que je disais tout à l'heure, entre un capitalisme industriel, on pourrait dire sympathique, un peu paternaliste et violent. Cette idée qu'en gros les Chinois, c'est comme on en parlait avant la production, tuer un Chinois c'est $50, et tuer un chien c'est 50 aussi. Bon, et donc on voit bien que ce capitalisme industriel-là, dont est issu John McCabe, c'est cette idée grosso modo que la plupart des ouvriers, des gens qui vont fabriquer les produits de cette industrie-là n'y ont pas accès. Le vieux truc des industriels, à savoir qu'il y a la bourgeoisie qui consomme les produits fabriqués par les ouvriers, la main-d'œuvre. Bon. Et il y a un moment donné, une phrase dans le film qui est absolument géniale. Donc McCabe, c'est la nuit, il commence un peu à discuter avec ses ouvriers, et il lui dit, bah, écoutez, je ne vous paye pas 15 cents pour qu'ensuite vous rentriez chez vous, vous vous occupez avec ce que vous imaginez. Hein. Il faut aller dépenser cet argent parmi les prostituées. C'est ça, la poignée. Voilà, ça c'est la veuve poignée. Alors la veuve poignée, en fait, ce moment-là du film, c'est vraiment, sans aller trop loin, mais je pense que c'est quand même vrai, c'est vraiment la théorie d'Henry Ford en 1908. 1908, Henry Ford, c'est celui qui va intégralement transformer le capitalisme du 19e au 20e siècle, qui va inventer l'American Way of Life d'une certaine manière, en fabriquant, ça vous connaissez ça, la fameuse Ford T. Vous avez entendu la T-Ford de 1908. Tout bascule, le monde dans lequel on est, il vient de la T-Ford. J'en ai jamais compris, mais en gros, il vient de là, quoi. Et en fait, Ford, il a cette idée géniale à un moment donné de se dire, bon, on fabrique des voitures. Le problème, c'est que s'il n'y a que des gens qui ont de l'argent, qui peuvent acheter ces voitures, autrement dit, s'il n'y a que la bourgeoisie argentée qui peut consommer les voitures, on va en produire 10-15 000. Hein. Mais le capitalisme, c'est pas ça, c'est un truc vorace, il faut en produire, etc. Donc il a cette idée à un moment donné de se dire, on va baisser constamment le prix de la voiture de manière à ce que les ouvriers qui bossent dans les usines Ford à Détroit, en fait, soient les premiers à acheter les bagnoles. Et là, c'est parti. Les ouvriers, ils sont exploités, et en plus, ils achètent le fruit de leur production. Ils deviennent les meilleurs consommateurs des usines Ford. C'est l'invention du capitalisme moderne. Et en fait, ce que raconte là McCabe, c'est exactement ça. Il dit non, mais il faut arrêter là. Je vous donne de l'argent pour que vous dépensiez chez moi. Parce que les prostituées, c'est son affaire à lui. C'est son produit à McCabe. Et tout le film, en fait, est une espèce d'analyse qui est jusqu'au moment inique, évidemment, d'arrivée du capitalisme. Parce que ce capitalisme-là qui a l'air sympathique. Parce qu'il y a aussi cette idée que McCabe, il a l'air plutôt sympa. On a tout, voilà, il n'est pas méchant, il est un peu naïf, un peu benet, un peu, mais il est gentil dans le fond. Mais le problème, c'est qu'en fait, il dissimule, même malgré lui, une forme de capitalisme beaucoup plus brutal que représente la compagnie, qui est le stade avancé, qui est le stade supérieur. Et les trois tueurs, on est toujours sur les vieux trucs qu'on a vus des milliards de fois dans le cinéma américain, à savoir qu'il y a toujours une compagnie qui présente bien, qui a l'air inoffensive, etc. Mais quand il faut lâcher les chiens, ça y va. Et là, c'est ça, grosso modo, ce que nous montre McCabe. Et le retour de la réalité dont tu parlais, c'est le retour de la réalité de ce qui fonde le capitalisme. Quand les deux hommes viennent le voir, ils lui font une offre qu'il ne peut pas refuser, fondamentalement. Et là, il la refuse. Et ça ne marche pas comme ça. Oui. J'insiste sur ce que tu as dit, à savoir que vraiment, de tous les personnages du film, la seule qui a une conscience et la seule qui est en quelque sorte qui comprend ce qui se passe, c'est Mrs. Miller. C'est évidemment elle le cerveau du film, et d'une certaine manière, elle est le seul self-made man du film, c'est elle. Et le self-made man, c'était une des figures vantées par Frederick Jackson Turner, l'inventeur de cette notion de la frontière américaine, et que donc c'est celui qui effectivement va être le petit entrepreneur, l'individualiste, pragmatique, énergique, se méfiant de l'État, mais ayant en quelque sorte la capacité à créer un petit pactole, ou en tout cas un petit système qui va le nourrir, et quelques autres. Et puis effectivement, on change de dimension. Et Mrs. Miller, elle le comprend bien avant John McCabe, et tout en ayant des sentiments aussi pour lui, parce que, évidemment, mais ça on n'en a pas parlé, mais vous l'avez senti pendant le film, il se passe un truc entre elle et lui qui n'est, pour ainsi dire, jamais formulé. Et comme disait Jean-Baptiste, ça parle tout le temps d'argent, mais c'est comme chez Howard Hawks, quand ça parle d'argent, ça parle aussi d'autre chose.
Et de toute évidence, entre elle et lui, il y a des moments inouïs, jusqu'à ce moment où John McCabe, être semi-conscient, réalise lui-même à son corps défendant qu'il est envahi par un sentiment qu'il ignore jusqu'à présent, et c'est le moment magnifique où il dit je sens de la poésie en moi, je sens de la poésie en moi. Moment magnifique qui en plus, alors là, vraiment, qui filme quasiment toute la séquence John McCabe de dos. C'est-à-dire que c'est le grand moment de Warren Beatty, c'est le grand moment de son, on pourrait dire, de son soliloque. Il est à voix haute, il s'exprime, il dit « je sens de la poésie en moi », et il est filmé de dos. Autre, on le dit incidemment, autant Warren Beatty, parce que c'est la manière d'Altman, aura intensément participé à l'acte créateur du film. Altman demandait à ses acteurs de lui faire des propositions, d'improviser, en répétition, de chercher avec lui comment l'histoire allait peut-être évoluer par rapport à celle qui avait été écrite. Et en même temps, Warren Beatty, qui a joué complètement ce jeu-là, a été un peu estomaqué quand il a vu le résultat final. Le flashage de la pellicule, bon, il était au courant, mais aussi la manière dont le son du film est pris. Hein, on voit ses yeux, et paraît-il qu'à la première projection, où là encore il y a eu des problèmes, il y avait par ailleurs des problèmes de son en cabine, Warren Beatty aurait passé son temps à dire qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas compris, j'ai pas entendu, et bref, ça a suscité toute une série de va-et-vient, de polémiques, de difficultés entre l'un et l'autre. D'ailleurs, à ma connaissance, ils n'ont jamais retourné ensemble par la suite, mais toujours est-il que voilà, dans ce grand moment qui serait en quelque sorte, qui serait pas manqué par le cinéma classique hollywoodien, lui est filmé de dos alors qu'il a sa grande scène du dos. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, je reviens sur l'idée des rapports, des doubles rapports. En tout cas, le sujet, l'objet de la conversation n'est jamais son sujet, ou vice-versa. Et tu parlais de War Dogs, parce que peut-être qu'on y viendra après sur le rapport d'Altman aux références, à l'histoire du cinéma américain, comment il se place là-dedans, est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse, est-ce qu'il a envie d'aller contre, pour, est-ce qu'il corrige, est-ce qu'il revisite les genres, comme on l'écrit souvent, est-ce qu'il casse les codes, enfin toutes ces formules critiques. Bon, il y a un moment qui est absolument formidable dans le film, c'est lorsqu'il vient dans sa chambre. Parce qu'elle s'amuse beaucoup à le faire payer. On le comprend, ça. Hein, c'est une forme de mise à l'épreuve, de cette manière. Bon. 5$. Voilà, les fameux 5$. Et lui, il se prépare à rentrer avec son espèce de pyjama très sexy dans le lit, quoi. Et elle lui dit non, t'as oublié un truc. Et à ce moment-là, il va mettre l'argent dans sa petite boîte. Et c'est la deuxième fois, en fait, que Altman zoome. Chez Altman, le zoom, c'est une arme très, très importante. C'est l'idée, à un moment donné, dans une séquence, il se dit, c'est ça qu'il faut regarder. Hein, autrement dit, ce qui est souvent l'air de l'ordre du détail, en fait, ça n'est pas tant que ça. Et la première fois, avant cette petite boîte, il y a une autre boîte qui est filmée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, en plus, chacun peut délirer un peu mieux psychanalytique sur cette petite boîte, ce petit coffret rempli d'argent, ce coffret d'épulsion. On n'a pas le temps d'en parler, mais voilà, il s'amuse bien, Altman, aussi, avec ça. Mais juste avant, il y a une autre boîte. Lorsque McCabe rentre dans le salon, il dit « Mais moi, j'ai rien gagné. J'ai investi dans tes bains, dans tes trucs de lavement, etc., mais j'ai rien gagné. » Et là, évidemment, elle lui cloue le bec parce qu'elle va sortir cette petite boîte, elle lui montre tout l'argent amassé. Et cette petite boîte, elle a la forme d'un cœur. Et on se rend compte que là se joue tout est. En fait, l'objet de la conversation, c'est évidemment combien ça coûte, combien je gagne, tu me dois tant, etc. Le sujet, c'est le cœur. Et en fait, Altman le fait juste par ce petit détail, tout cet argent, il est dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait l'argent dans le cœur, ou est-ce que c'est le fait que cette boîte, elle a la forme d'un cœur ? Et le double rapport très hoxien, hein, cette façon de toujours, par élégance, par pudeur, par timidité, ou par poésie qui a du mal à être déclarée dans le cas de McCabe, ça c'est l'élégance typiquement hoxienne, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de liens entre War Dogs et Robert Altman, mais en fait cette idée du son dont tu parlais, démocratique, il faut rappeler qu'à l'époque, chose qu'il ne faisait pas, tous les acteurs dans une séquence étaient équipés d'équivalents d'un micro HF. Personne ne fait ça dans le cinéma hollywoodien classique. Il y a un premier plan, un second plan, un arrière-plan. L'arrière-plan, il bouge les lèvres en faisant croire qu'il parle. Le deuxième, il dit 2-3 trucs très bas. Et le premier, il parle, il est perché. Donc il y a une perche qui vient prendre le son. Altman casse intégralement ça, ce qui à l'époque est vraiment révolutionnaire. On ne s'en rend pas forcément compte, d'où la réaction de Warren Beatty. Et il va équiper d'un micro tous les gens qui sont dans une scène. Et même si la personne qui a un micro ne dira rien, mais
toutes les pistes de tous les acteurs, moins connus, stars, figurants, tous ces pistes-là sont enregistrés, et à la fin, Altman choisit au moment du mixage de faire monter telle ou telle réplique. Ce qui fait que, par moment, on peut avoir Warren Beatty qui dit quelque chose, mais ici, il pense que, en fait, on s'en fout de ce que dit Warren Beatty, on l'a compris, etc. Par contre, la petite remarque de quelqu'un dans le fond, d'un seul coup monte, alors c'est très déstabilisant, parce que le spectateur, il est très conservateur, le spectateur, naturellement, il a l'habitude de se dire, premier plan, toi tu parles, je t'écoute, celui qui dit un truc au fond, tout le monde s'en fout. Ce que Altman va complètement renverser, d'où son côté, son démocratisme fou d'une certaine manière. Et c'est scandaleux, d'un seul coup, pour un spectateur, qu'on lui dise, et tu sais, c'est dans le fond qu'il faut écouter, et ceux qui parlent devant, en fait, ça n'a strictement aucun intérêt ce qu'ils sont en train de dire. Donc tout le travail sur le son, comme sur le travail sur l'image, participe en fait de la même chose. Et l'autre chose qui est, à mon avis, importante, c'est par rapport à cette question du brouillage général, c'est que la dimension, ce qui intéresse Robert Altman, là on a beaucoup parlé de McCabe, de Mrs. Miller, de Sheehan, on pourrait parler du prêtre, de l'avocat, etc. Mais ce qui est intéressant avec McCabe, et de ce point de vue-là, il est un peu dans le prolongement de MASH, et on sent qu'il prépare tranquillement Nashville. On a dit au début, au moment de la présentation, ou après, je ne sais plus, que ce qui caractérisait Robert Altman, c'est son goût de la description d'un milieu. Autrement dit, on a souvent le sentiment qu'on voit un film d'Altman, c'est le cas là par exemple, que l'histoire elle s'achève, mais elle pourrait s'achever un peu avant, un peu après, mais parce qu'au fond, l'aventure des personnages dans les films de Robert Altman est moins importante que la description juste d'un milieu. Or, un milieu, c'est une somme de gens, c'est une somme de connexions, c'est une somme de petites rencontres. C'est ça le cinéma de Robert Altman. Et on voit que dans McCabe, il est pris, c'est pas qu'il est pris entre deux feux, on tente qu'il essaye, à mon avis, il arrive à tenir les deux choses à la fois. D'un côté, il tient une histoire d'amour, un couple, McCabe, un Mrs. Miller, très très bien, et en même temps, il tient la description de la communauté. Il tient les deux à la fois. Quand tu disais, on a l'impression d'avoir vécu en 1902 quand on sort du film, on a dit c'est précisément pour ça. C'est qu'il a su décrire un milieu. Il n'a pas uniquement su décrire des personnages, un cow-boy, un joueur, d'accord. Il a su tenir en permanence les deux à la fois. Et la description du milieu va devenir, et on en parlera peut-être, qui reste à Nashville après ? Quand même une grosse déperdition. Je vous expliquerai après. Et en fait, cette espèce de description du milieu qui va devenir, on pourrait dire 4 ans plus tard, en 1975, le style altmanien par excellence. Je veux dire, quand les gens pensent à Altman, ou généralement ils pensent à Nashville, ils pensent à Shortcuts, enfin ils pensent comme ça à des fameux films choraux polyphoniques, on sent qu'il travaille ça depuis un bout de temps, Robert Altman. C'est pas arrivé en 1975. On sent que MASH, évidemment le milieu, cette espèce d'hôpital de Corée dont tout le monde a compris que c'était plutôt le Vietnam, et puis même Monster McCloud. Vous l'avez vu, Monster McCloud ? Un film formidable, dont on parle souvent pas suffisamment dans le cas de Robert Altman. Et puis McCabe, pareil, il commence à travailler cette idée du milieu, et ça va complètement exploser avec Nashville en 1975. Alors, pour vous donner la parole et faire une transition et vous laisser réfléchir à vos questions ou interprétations, je voulais vous lire un extrait, alors le texte doit faire 8 pages, un extrait de la critique d'époque de Pauline Kael, dont je vous parlais dans l'introduction, et j'ai choisi de vous lire... New Yorker. Qu'est-ce que j'ai dit ? Dans le New Yorker, oui, et j'ai choisi de vous lire ce qu'elle dit de Julie Christie, ce qu'elle dit du personnage de Mrs. Miller et comment elle décrit l'actrice et le personnage. Julie Christie n'est plus la starlette androgyne de Darling. Donc Darling, c'est un film précédent qu'elle avait réalisé, un film de Schlesinger. Elle n'est plus la starlette androgyne de Darling, la fille qu'on aimait retrouver à l'écran, non pour son talent, mais pour ce physique superbe qui est un spectacle à lui tout seul. Son profil digne d'un dessin de Cocteau, mi-classique, mi-canaille, suffisait à contenter les spectateurs. Qui pouvait s'attendre à la voir jouer ? C'est la première fois, sauf peut-être dans certaines scènes du début de Dr Zhivago, que je crois en elle en tant que comédienne, une comédienne ardente et intense, et qu'elle m'implique dans son rôle au lieu de me contenter d'admirer cet extraordinaire masque impénétrable. Ici, cette fille à la Cocteau a trouvé son opium. Elle met sa beauté étrange, tourmentée, au service d'une toxicomane, Mrs. Miller, au visage émacié, cerné de mèches frisées, dont seule la lèvre inférieure si pleine et charnelle. On dirait un animal caché dans sa propre fourrure. Julie Christie possède cette qualité unique qu'on retrouve parfois chez les très belles actrices.
Elle peut s'enlaidir en un éclair, et cette métamorphose la rend plus fascinante encore. Quand son nez finit par presque rencontrer son menton, son profil devient celui d'une harpie, et cette frontière si ténue entre le sublime et l'ignoble rend sa beauté encore plus envoûtante, parce qu'elle la révèle dans toute sa fragilité. Grâce à ses qualités paradoxales, Mrs. Miller échappe au cliché de la tenancière de bordel au cinéma. C'est cette profondeur qui la rend inaccessible à McCabe, trop crédule, trop coque. Si la poésie inexprimable de celui-ci a quelque charme, elle est assez rudimentaire. Il faut sans doute être un acteur très intelligent pour interpréter les m'as-tu vus avec tant de sensibilité. Beatty ne surjoue jamais la maladresse comme le ferait n'importe quel acteur moins habile. Et après, elle enchaîne sur un portrait de Warren Beatty. Mais voilà, je voulais vous lire ce passage parce que c'est vraiment un texte où, et elle y reviendra au moment du privé, elle reconsacrera, Pauline Kael, des pages à Altman. Pour elle, Altman, c'est l'événement principal dans le cinéma américain des années 70. C'est vraiment le cinéaste le plus important pour elle, qui dit quelque chose de ce qu'on essaye de décrire, et elle le voit, elle, à ce moment-là, alors que d'autres passent à côté, qu'il y a une révolution Altman, une révolution stylistique, une révolution formelle, une ambition, comme on le disait. Certes, son sujet n'est pas l'histoire du cinéma, mais quand même s'en prendre, disons, à la façon dont le cinéma américain a raconté les histoires jusque-là. J'en veux pour preuve que Altman n'a cessé de dire qu'il n'aimait pas les westerns, que ça ne l'intéressait pas d'en tourner, et que si on en tournait, il fallait bien en passer par les clichés pour essayer de les retourner. Et il dira d'ailleurs, mon film n'est pas forcément un western, c'est même pas un western, il disait c'est un immigration film. C'est-à-dire c'est un film sur qui a composé l'Amérique, qui est venu aux États-Unis, et lui-même disait, mais dans tous ceux qui ont conquis l'Ouest, très peu étaient américains, puisqu'ils venaient d'Irlande, de Suède, plus tard d'Italie, enfin bref. Donc tout cet immigration film, et comme résumé dans les différents accents et les différents personnages du film, c'est ça qui intéresse véritablement Altman. Mais d'ailleurs, puisque tu parles d'immigration film, il y a un film auquel on doit tous penser, là, qui doit vous donner notre tête, c'est Heaven's Gate de Michael Cimino, parce que évidemment Vilmos Zsigmond va faire la photo d'Heaven's Gate, et je ne sais pas si ça... La porte du paradis, pardon. Je ne sais pas si, en tout cas, il y a tellement d'échos entre McCabe et Heaven's Gate, mais tant du point de vue effectivement du travail sur la couleur, sur les lumières, sur les intérieurs, mais y compris même dans l'histoire de la manière de McCabe, on sent qu'elle a été encodée par Cimino dans Heaven's Gate. Donc on voit bien que McCabe va faire des petits, en tout cas aura une descendance aussi bien évidemment de Barry Lyndon, on n'a pas parlé de Kubrick, mais on peut dire un mot, parce que vous avez vu la fin de McCabe, on se dit que peut-être un cinéaste s'appelle Kubrick, l'a peut-être vu pour la fin de Shining 7-8 ans plus tard, puisque Kubrick avait été extrêmement curieux en fait de savoir comment avaient travaillé Altman et Vilmos Zsigmond sur le flashage de la pellicule, sur cette capacité en fait à retrouver de la lumière, à éclairer des scènes avec très peu de lumière ou rien. Et évidemment, Kubrick va tourner Barry Lyndon en 75, dont on peut dire qu'il aurait été difficilement possible sans McCabe, et puis il se souviendra de la fin pour la fin de Shining. Je voulais juste dire un truc par rapport à cette question avant de vous laisser la parole, par rapport à cette question du cinéma, parce qu'en fait, McCabe sort en 71. Il faut quand même pas l'oublier, à un moment particulier de l'histoire du cinéma américain, et notamment de l'histoire du western. Le western, depuis le début des années 60, en fait s'effondre. Il y a de moins en moins de westerns, etc. Il passe en Italie, vous connaissez l'histoire. Puis à la fin des années 60, il retrouve un peu de vigueur malgré tout. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on va appeler, grosso modo, je vais vite, mais effectivement les westerns révisionnistes. Alors on a Little Big Man, on a La Horde Sauvage, on a Willy Boy de Polanski, enfin tous ces films-là, où il s'agit justement de refaire, d'une certaine manière, l'histoire du western américain, mais du point de vue des marginaux, de ceux qui en ont été exclus, de faire ce que Howard Dean aurait appelé une histoire populaire, autrement dit une contre-histoire du cinéma hollywoodien via le western. Donc, mais il y a une grande différence entre un film comme Little Big Man, par exemple, je pense à un film comme Little Big Man, ou d'autres évidemment, ou même La Horde Sauvage. On voit que ce sont des films, et pour là je cite des grands films, et même Polanski, Willy Boy, qui est un film absolument passionnant, on voit que ce sont des films qui sont concernés par la façon dont certains cinéastes et certains films et le cinéma ont raconté ça. Donc,
eux-mêmes, on pourrait dire, c'est ça qui est assez drôle, c'est que racontant le contre-champ de l'histoire américaine, eux-mêmes se mettent dans le contre-champ du genre. Et quand vous regardez Little Big Man, c'est grosso modo un film de propagande, mais filmé du point de vue des Indiens. Hein, quand vous regardez La Horde Sauvage, je ne vais pas vous dire que c'est un film que j'aime un peu, La Horde Sauvage, c'est vraiment, on pourrait dire, un film qui fait cas du western classique hollywoodien. Il en fait tellement cas qu'il veut lui proposer un enterrement somptuaire. Il y a une façon de rendre hommage à quelqu'un, c'est de l'enterrer en grande pompe. Hein. Bon, c'est ce que va faire Peckinpah. Et là, on voit que Altman, en fait, il s'en fout de ça. On voit que c'est pas son sujet. Alors après, est-ce que, une fois qu'on a dit ça, cette espèce de dialogue avec l'histoire du cinéma entre cinéastes, cinéphiles, etc., est-ce que c'est quelque chose qui se reflète ou pas dans le film? Pour moi, c'est ça la question des films d'Altman. Parce que tout le monde, en regardant McCabe, se dit oui, mais regardez, évidemment, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le duel, la Main Street, les codes détournés, le chapeau, il y a plein de choses, la tenancière de bordel, le duel, tous les codes du western sont présents dans McCabe. Mais pour autant, à mon avis, ce que fait Robert Altman, c'est qu'il ne s'intéresse pas à l'histoire du cinéma en tant que tel, il s'intéresse de certaine manière à l'histoire des images en tant que tel. Ça veut dire qu'un film, une pub à la radio, la pub Coca dont nous sommes tous des voleurs, les chansons dans Nashville, une publicité dans Trois femmes, etc., pour lui, tout ça, ça appartient à ce qu'on pourrait appeler les clichés. Autrement dit, pour lui, le film, le plan de cinéma, l'image du cinéma, c'est pas avec le cinéma qu'il s'agit de dialoguer. Comment il se fout de Steve McQueen dans Bullitt? Vous l'avez vu dans Booster McCloud. Bon, c'est extraordinaire. On voit bien qu'il n'a pas envie d'entretenir un rapport à ce moment-là avec le polar, avec le nouveau flic qui arrive, avec McQueen, avec Peter Yates. Il s'en fout. Par contre, il a conscience que Steve McQueen est devenu un objet de la pop culture et donc il en fait le type obsédé par ses cols roulés qui, plutôt que de s'intéresser à l'enquête, défait des valises remplies de cols roulés qui sortent de pub pour les mettre dans une commode. C'est absolument génial parce que de cette manière, il extrait. Nous, dans notre petit secte de cinéphiles, ce qui nous obsède, elle dit non, Steve McQueen, on s'en fout de savoir c'est dans Bullitt et comment Peter, etc. Steve McQueen, c'est plus une publicité pour Steve McQueen. À ce moment-là, ça devient un cliché. Ce qui fait que ce qu'on appelle les clichés chez Altman, ça inclut même tous les films et l'histoire du cinéma. Autrement dit, d'où sans doute, de certaine manière, sa profanation du temple cinéphile, qui n'aime pas du tout qu'on sorte un film pour aller mettre ailleurs. Non, le film, tu vas me mettre ça dans la lignée, c'est Hawke, c'est Vidor, c'est Wellman, etc. Altman, il s'en fout. Par contre, il sait qu'on est fabriqué par des images, et il sait que le cinéma, et donc comme fabrique d'images, appartient au même titre que la publicité, la chanson, la mode. On voit qu'il n'y a qu'à prendre tous les shows de Buffalo Bill, etc. Tout ça appartient en fait à ce qui produit la grande industrie du spectacle, et donc de la grande propagande de la machine capitaliste. C'est ça qui intéresse Robert Altman, d'où le fait qu'il n'est pas en train de dire moi je m'en fous du cinéma dans le sens qu'il n'y a pas d'image du cinéma. Il y a des images du cinéma, mais il les prend à un autre niveau. Autrement dit, il les prend comme des clichés. Et comme il est intelligent, Robert Altman, il sait en plus qu'on aura tous la même réaction qu'on aura devant un film, on va repérer les petits détails, etc. Parce que comme disait Deleuze, quand on est devant une page blanche, on a un essaim d'abeilles dans la tête. Et ça, on n'y peut rien. Et donc, on est devant un film d'Altman. Nous, en tant que cinéphiles, et ça, Altman le sait, on fait le travail que lui n'aime pas faire. D'ailleurs, quand il avait pris Warren Beatty, il avait juste raconté Warren Beatty, ça me fait économiser 20 minutes de film. Pourquoi? Parce que quand Warren Beatty va arriver, je n'y peux rien, mais le cliché Warren Beatty, c'est le type séduisant, l'étalon, c'est forcément le héros dans la tête des gens. Autrement dit, j'ai gagné un quart d'heure, 20 minutes à prendre un acteur dont je vais construire la stature héroïque. Beatty, il rentre dans le film, c'est le fameux cliché qu'on a dans la tête, c'est Warren Beatty, c'est cool. Voilà. Il y a d'autres acteurs, ils auraient d'autres clichés. Et donc, en fait, il se sert, Altman, aussi des clichés que nous, on a dans la tête, et je pense qu'Altman se sert plus de l'histoire du cinéma que nous, spectateurs, avons dans la tête, que lui a dans la sienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est hyper important pour capter Altman et sortir de la tarte à la crème, critique des gens, satire des gens. C'est pas ça, Robert Altman. Le cinéma, pour lui, c'est pas autre chose qu'une fabrique d'images dont la machine capitaliste et dont l'industrie du spectacle, au sens large du terme, a besoin pour continuer. Est-ce que vous avez, sur une scène, sur un plan, sur un personnage, sur une situation du film, une réaction? Oui. Attendez. Allez, en haut, il y a une question aussi. J'aimerais bien savoir où est censée passer l'action.
dans le livre, c'est certainement une chose, et je pense probablement les États-Unis. C'était filmé à Vancouver, mais c'était où? Parce que Dans le film. Dans le film, alors dans le film, du point de vue du récit, ça se passe dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Mais vous avez raison, c'est pas forcément. Oui, c'est nulle part. Mais est-ce que moi je faisais partie des États-Unis à cette époque-là, ou c'était. Oui, oui. C'est C'était l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Oui, mais à quelle date ça 1902. 1902. 1902. Ah, donc c'était la frontière entre. Oui, mais d'où le portrait de McKinley, qui incidemment permet au moins Le de président situer McKinley. William McKinley, le président McKinley, de situer à peu près temporellement le film. Et j'ai une autre question qui est liée à ça. Qui est quoi? Normalement, dans les films d'Altman, on voit toujours que la bande sonore est un peu dispersée, par exemple Shortcuts ou. Oui, les films. Là, Mais là, on n'a que Leonard Cohen. Ouais. Ah. Et vous avez passé ça sous silence. Oui. Ah bah très volontairement. Vous voulez pas en parler. On l'a passé sous silence, c'est un côté hyper autoritaire. Non, on l'a passé sous silence. Bernard, vas-y, réponds à ça. Non, un mot effectivement sur Leonard Cohen et la musique, mais très rapidement. C'est passionnant parce que ça montre aussi le processus de création selon Altman. Donc la musique qui sont dans le film et qui viennent d'un album qui s'appelle Songs of Leonard Cohen et qui est sorti en 1967, qui était le premier album de ce chanteur et compositeur canadien. Les trois chansons sont Song of a Stranger, Winter Lady et Sisters of Mercy. Voilà, ces trois chansons-là. Et donc, Altman a raconté qu'en 67, quand l'album est sorti, il a écouté cet album absolument en boucle. Il en était fou, il l'écoutait. Et il dit, et puis après je suis passé à autre chose, je l'ai oublié. Et puis j'ai tourné, en donc 70, j'ai tourné McCabe et Mrs. Miller, et jusqu'à la fin du tournage, et jusqu'au montage, je cherchais quel pourrait bien être l'accompagnement musical de certaines des séquences du film. Il dit, à un moment, j'étais à Paris, et j'étais alors je ne sais pas chez qui, mais il dit, et il y avait une fête, parce que Altman aimait beaucoup les fêtes et les parties, et donc il est à cette fête et il entend que quelqu'un met l'album de Leonard Cohen, et dans la nuit, il appelle son monteur, et il lui dit, il lui signale les chansons, il y en avait plus, hein, dans le premier montage il y en avait plus, et il dit, mets toutes les chansons que tu peux dans le film à tel et tel endroit de cet album de Leonard Cohen. Et là où c'est intéressant, c'est qu'Altman a dit, j'avais complètement oublié cette musique, mais je pense qu'elles allaient tellement bien avec finalement là où elles sont dans le film, avec les séquences du film, que sans doute mon inconscient a filmé, par exemple, le plan d'ouverture, en se souvenant quand même, tout en l'ayant oublié, la musique de Leonard Cohen, Song of a Stranger. Et que donc, d'une certaine manière, il y a eu un travail le travail du subconscient, et que la musique lui est revenue et qu'elle a parfaitement collé aux images. Pour la petite histoire, Altman, pour obtenir les droits, a appelé Leonard Cohen en lui se présentant, comme disait Jean-Baptiste dans l'introduction tout à l'heure, en se présentant comme le réalisateur de MASH. Sauf que Cohen n'avait pas vu MASH. Il dit non, je ne l'ai pas vu. Et il dit, bon, alors Altman lui dit, bon, mais j'ai réalisé un petit film après qui n'a pas du tout marché. Il dit, Buster McLeod. Il dit, c'est vous, Buster McLeod? Tout ce que vous voulez. Et donc finalement, ils se sont arrangés. Ils n'appartenaient pas à la même société, puisque je crois que Leonard Cohen était à la Columbia. Et donc, ils se sont arrangés entre eux. Et Leonard Cohen est intervenu pour que Altman puisse avoir un accès négocié à ses chansons. Et c'est comme ça que les chansons de Leonard Cohen se sont retrouvées finalement dans le film, alors qu'elles avaient été oubliées par le cinéaste. Juste pour terminer, c'est que quand on écoute les fameuses trois chansons du film, dont certaines en fait reviennent, je pense que le premier réflexe qu'on a, en fait, quand on les écoute, c'est pour ça que c'était bien qu'elles aient été traduites là. Ce qui n'est pas le cas de toutes les copies, on n'a pas toujours la traduction en fait des chansons.
Et en fait, on a une tendance, c'est tout à fait normal, à vouloir se dire quel est le rapport entre la chanson, est-ce qu'on fait du commentaire, du contrepoint, vieux truc, est-ce que c'est un chœur, etc. Et en fait, oui et non. Ce que je trouve assez beau dans le film, c'est d'une certaine manière la désinvolture avec laquelle Altman utilise les chansons. Parce qu'il l'utilise pas tant pour le sens. Alors vous dites Sister of Mercy, évidemment, pas à peine d'avoir fait Hippocampe pour comprendre de quoi il s'agit, quand les prostituées arrivent, ou même Stranger Song, mais en fait on sent qu'il a utilisé pour imprimer un tempo au film. Il expliquait qu'il a vraiment, de cette manière, trouvé en fait, la temporalité, cette espèce de tendresse mélancolique. Elle nous saisit tout de suite dès le début du film, même si on ne comprend pas ce que raconte la fameuse chanson d'ouverture lorsque McCabe arrive sur son cheval avec ce long travelling latéral, etc. En fait, on est saisi par cette espèce d'humeur, cette tendresse mélancolique qui tranche avec ce que sont les westerns. Lui, il ne voulait surtout pas d'une musique dite en fait de western de cette manière. Et juste un dernier tout petit mot sur la désinvolture d'Altman, c'est-à-dire le refus presque d'une forme de perfection. Et il a dit une phrase que je trouve géniale, il a dit « Tout ce que je fais est raté, c'est pour ça que c'est réussi ». Ce qui est l'inverse finalement, on pourrait dire, du cinéma de Kubrick. Et tout à l'heure, Jean-Baptiste disait à quel point Kubrick avait été obsédé par certains plans de McCabe au point d'appeler Altman, et en particulier au tout début, quand John McCabe arrive dans le village, descend de cheval et franchit le pont pour la première fois, et il allume son cigare tout au fond du plan, c'est-à-dire de l'autre côté du pont. Et je vais vous lire le passage parce que c'est trop génial. Donc Kubrick appelle Altman et lui demande « How did you know you had it ?» Comment vous avez su que vous l'aviez dans le plan, la lumière du cigare, alors que c'est la pénombre? Comment vous étiez sûr que cette lumière serait là? Et l'autre lui répond c'est Vilmos Zsigmond qui était responsable à la caméra de ce mouvement et de cette lumière. Et la Kubrick lui dit « And you trust him ?» Et vous lui avez fait confiance? Bon, ben là, il y a toute la différence entre on pourrait dire la creative freedom à la Altman, c'est-à-dire on crée un film ensemble, même s'il y a un ego qui dirige tout ça, et puis sinon Kubrick, le freak control, est-ce qu'on peut faire confiance à celui à qui on fait confiance? Mais en fait, je pense que ça, c'est un peu ça raccroche à ce qu'on racontait au début, c'est-à-dire que cette idée que, évidemment que c'est l'anti-Kubrick, et à la fois c'est très proche en même temps, mais c'est que Altman, en fait, on voit bien quand on voit un film comme McCabe, et vous le verrez pour ceux qui n'ont pas vu avec d'autres films comme évidemment Nashville, Shortcuts, etc., que effectivement, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. C'est que quand Altman considère qu'il a enregistré suffisamment de matière pour produire un film autour d'un milieu dans lequel il y a quand même des personnages, mais qui se détachent. Alors, attention, ils vont être 24 dans Nashville, 48 dans un mariage. Mais en fait, on voit bien que le début d'un tournage et la fin d'un tournage, à quel moment on détermine que le film est fini, n'est pas du tout le même chez Kubrick, évidemment, ou chez Altman. Chez Altman, en fait, on s'arrête à un moment où on se dit, bon là, j'ai suffisamment d'eux. Mais on voit bien qu'on est loin de la précision, voire de la maniaquerie d'un cinéaste comme Kubrick. Parce qu'encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est la description du milieu. C'est ce qui circule entre les gens. À quel moment on a capté quelque chose d'un univers qu'on veut filmer. Et non pas forcément à quel moment on a fini de raconter une histoire. Et Altman a toujours dit, moi, les intrigues, ça m'emmerde. Et on le voit dans ses films. Les intrigues, ça ne l'intéresse pas. Même le début du Privé, il met 12 minutes. Il invente le chat pour attendre 12 minutes avant de commencer à rentrer dans cette histoire du type qui a disparu. On voit bien que c'est presque c'est un acte manqué, c'est une pétition de principe. Vous allez vous faire tirer 12 minutes de boîte de chat avant de commencer à rentrer dans l'histoire. L'intrigue ne l'intéresse pas Robert Altman, absolument pas, parce que de cette manière, pour lui, l'intrigue va contre la description du milieu. Il joue toujours le milieu, la réalité, le rapport entre les gens, cette dimension presque documentaire et même sociale, la façon dont voir un film d'Altman, c'est aussi être renseigné sur la période et l'époque. Il jouera toujours ça contre l'intrigue, dont il pense quand même, on l'a peut-être pas dit, mais quand il a fait la télévision, Robert Altman, dans les années 50, il a été relativement échaudé, et notamment quand il a travaillé pour des séries télé, et notamment comme Bonanza, qui étaient des séries vraiment ultra formatées, des séries des westerns, etc. Et c'est là qu'il a commencé à nourrir une forme d'aversion contre les récits figés, les codes, le héros, la façon autoritaire dont on doit raconter des choses. Et c'est vrai que sans doute, lorsqu'il fait John McCabe, c'est sans doute une façon, à une quinzaine d'années de distance, de régler aussi un peu ses comptes avec son expérience de réalisateur de télé à qui on donnait des scénarios de western totalement insipides.
Oui, bonjour. Déjà, merci pour la projection, parce que le film, je l'avais jamais vu. J'ai trouvé absolument formidable. Voilà, je trouve par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'en tant que spectateur, on pense à plein de détails, et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de correspondances avec d'autres films qu'on pourrait trouver aussi un peu, qui ont un côté subversif de la même époque. Bon, tout à l'heure, vous parliez de Sergio Leone. On pourrait, la construction d'une ville fait penser aussi à Il était une fois dans l'Ouest, mais aussi à une série télé que j'avais adorée quand j'étais gamin, mais qui était vraiment ultra classique, qui était Centennial, qui racontait aussi un peu l'histoire des États-Unis à travers le développement d'une ville. Voilà, donc il y a plein de détails. Un qui m'a beaucoup marqué, c'est qui est très provoquant, je trouve, dans le film, c'est de dire que l'émancipation des femmes passe par la prostitution. C'est un petit... Il dit pas exactement ça. Oui, mais bon, il y a quand même un peu de ça, quand même. C'est pas un truc généraliste, qui est généralisé, mais c'est une des options, en fait, par rapport aux... Elles n'en ont pas 36, hein. Non mais n'oubliez pas que le film date de 71, on parlait de la façon dont l'époque, alors sans doute qu'elle est sans doute moins présente quand on voit le film aujourd'hui qu'elle l'a été au moment de la projection évidemment, mais on parlait de la question des mouvements, évidemment des droits civiques, la question de la guerre, la question de la drogue et de l'opium, c'est-à-dire que la fin avec Julie Christie est quelque chose qui résonne évidemment avec toutes les pratiques un peu alternatives de l'époque, et aussi le développement évidemment des mouvements féministes. Et ce que raconte à ce moment-là Constance Miller, elle ne lui dit pas c'est super d'être prostituée, elle lui propose un exercice de comparaison. À l'époque, pour le coup, d'un patriarcat complètement dingue. Elle lui dit, c'est quoi la différence? Elle lui fait un exercice de raisonnement, parce qu'elle est assez maligne, Constance Miller. Elle lui dit pas si vous êtes prostituée. Elle se dit que par rapport à la situation dans laquelle tu étais, vu que ton homme, grosso modo, n'est plus là, finalement, tu vas venir chez nous. Et si tu compares, là, au moins, tu vas le faire pour de l'argent, alors qu'avant, tu le faisais pour le devoir. Mais l'autre, elle est un peu puritaine, hein, cette fameuse phrase, si vous laissez les prostituées réfléchir trop longtemps, elles partent toutes à l'église. Hein. Ça, c'est un des trucs typiques du film. Donc, en fait, il dit pas la prostitution, c'est un gage d'émancipation. Et puis, c'est aussi un moment où cette idée de la liberté du corps est très importante dans le discours américain. On est libre de faire ce qu'on veut avec son corps. Alors, aujourd'hui, ça nous semble bizarre parce qu'on est devenu plus puritain, plus régressif, mais par rapport à l'époque, c'est quelque chose qui est quand même, qui résonne différemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça, c'est le problème de la lecture après coup Oui, mais en fait, même le personnage de Miller dit elle-même que son but, c'est de créer une pension de famille. C'est pas du tout de rester dans le milieu de la prostitution. Donc, mais parce que le problème de la prostitution est un moyen économique, ça elle s'en fout, c'est vraiment de la matière première. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'elle avance sur McCabe, c'est qu'elle parle d'actionnaire. Elle va beaucoup plus loin que McCabe. Lui, McCabe, il a une pension de famille, etc. Elle lui parle pas de pension de famille, elle lui parle de capitalisme. Comment c'est quoi être un businessman? On donne une entreprise, elle vaut quelque chose, on la revend, on a fait de la marge entre-temps, on en crée une autre, etc. Elle est hyper aguerrie, c'est un petit bréviaire du capitalisme efficace, Miller. Non, mais et donc la femme est là-dedans. Enfin, la prostitution, ça serait faire des œufs ou se poser des poules. Je veux dire, ou mettre des hommes nus à quatre pattes, ça serait pareil, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est... Faisons circuler le micro si c'est possible. En fait, ma vraie question, c'était sur... le parcours, la biographie de Altman, parce que j'avais lu qu'au début il avait eu une éducation catholique et qu'il avait fait l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc au départ il aurait plutôt eu un profil pour devenir quelqu'un de plus conservateur que le cinéma qu'il a fait. Donc en fait c'est quoi dans sa vie le moment de la cassure qui a fait qu'il est devenu vraiment anticonformiste? Alors, d'abord, ça suppose qu'il y a eu un moment de cassure. Moi, je ne le connaissais pas, Altman, parce qu'il est né en 1925. Robert Altman, il vient du Missouri, donc Kansas City. Il fera d'ailleurs, dans les années 90, il retournera à Kansas City faire un film à travers de ses souvenirs d'enfance, notamment. Donc, c'est quelqu'un, moi, j'étais pas là quand Robert Altman était moi. Quel était le rapport avec ses parents? J'en sais strictement rien. Ça se trouve, il était déjà un petit peu réfractaire ou autre. Le fait de faire l'armée ne veut pas dire qu'on adhère forcément à ça. Ensuite, il part à la télévision. En fait, Robert Altman, il pense qu'il se met à s'intéresser à l'armée, au théâtre,
tout simplement à la fiction. C'est là que ça commence à l'intéresser. Et puis, il est convaincu qu'il suffira, grosso modo, de faire un film pour être repéré par les gens d'Hollywood, il vient du Missouri, et puis commencer à avoir sa carrière. Il va faire en 1957 un film qui s'appelle The Delinquents, qui est projeté, hein, les délinquants, qui est un tout petit film indépendant, une sorte de démarque de, je sais pas, de James Dean, Nicolas Ray, si vous voulez. Le film marche un peu, mais ne lui permet pas d'être la rampe de lancement d'une carrière hollywoodienne qu'il imagine. Et là, Altman, c'est encore une fois, c'est un, comme dirait l'autre, c'est un late bloomer, c'est vraiment un bourgeon tardif. Il a envie, dès 1957, il va falloir qu'il attende plus de 12-13 ans pour commencer à avoir le succès, évidemment, avec MASH. Et donc, il va, accepter des trucs à la télévision qui le hérissent, mais il faut bien travailler, et il va régulièrement faire aller-retour entre Los Angeles, Hollywood, où il pense réussir, ça se passe pas, il est cantonné à la télévision, et une compagnie qui s'appelle la Calvin Company, en fait, dans le Missouri, qui fait surtout du film industriel, qui régulièrement vont lui permettre de faire un peu d'argent, et puis il retourne à Hollywood avec un peu de sous, il va vendre un script, notamment le script de Bodyguard de Richard Fleischer en 48, c'est lui en fait qui l'a écrit, et puis vont arriver les années 60, et puis évidemment l'explosion de MASH. Tout ça pour dire que moi je ne suis pas, parce que quand on regarde Al Code in the Park par exemple, ou Countdown Objectif Lune, vous l'avez vu que... je ne sais pas s'il est passé encore. Pas encore. C'est un film passionnant parce que en fait, Objectif, c'est un film qui date de tourner en 67 et c'est vraiment le film d'un cinéaste empêché. On sent qu'il a envie d'eux, il y a des petites trouvailles hyper intéressantes, film avec Robert Duvall et James Caan, mais en fait, ça va très mal se passer, on est en 67, les producteurs ne comprennent rien au style de Robert Altman, le film va lui être retiré, remonté, etc. Donc on voit bien cette tendance un peu subversive, un peu anti-institutionnelle d'une certaine manière, et quelque chose qui est présente depuis un bout de temps chez Robert Altman. Après savoir, est-ce qu'il y a eu une cassure, en fait, je ne sais même rien. Hein. Je ne sais même pas si on peut dire il y a un avant et un après. C'est peut-être un processus, parce qu'on voit bien que, par exemple, dans McCabe et Mrs. Miller, il y a quelque chose de l'ordre du processus. Donc c'est plutôt dans le temps ou dans la compréhension, les années télé, que se produit une maturation qu'on pourrait dire politique. Oui, puis surtout ce qui est fascinant avec Altman, c'est qu'on voit bien, on donnait les âges, il a 40, 41 ans quand il fait MASH, il en a 43, 44 quand il fait, etc. En fait, je dis ça, mais ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la génération, évidemment, des Scorsese, de Denis Hopper, tous ces gens, Coppola, qui vont faire le nouvel Hollywood, il est plus âgé. Mais en fait, il a été un de ceux qui a le mieux pris le train du nouvel Hollywood. Autrement dit, ça a été un des cinéastes vieux par rapport à d'autres jeunes qui a profité au maximum de la liberté créative qu'ont laissé à ce moment les studios pendant une petite dizaine d'années aux États-Unis. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vieux, on pourrait dire, mais qui a été un des plus Wonder Boy, d'où le fait que Pauline Kael aussi l'adorait. Pour elle, le grand cinéaste américain des années 70, c'est pas Coppola, c'est pas Scorsese, c'est même pas Lashby ou Bogdan, etc. C'est Robert Altman. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le haut de la salle? Oui. Oui. C'était par rapport au fait que l'église, elle est vide, donc ça sous-entend que personne n'y va, j'imagine. Mais pourtant, elle est... C'est tout, je vois pas. Ah, pardon. Et pourtant, elle est protégée par toute la communauté et tout le monde se rue pour la sauver. Donc, c'est quoi votre interprétation de ça? Non, juste dire, le premier titre du film, c'était pas McCabe and Mrs. Miller, c'était The Presbyterian Church Wager, qui voulait dire, comment on pourrait traduire, le pari de Presbyterian Church, qui était donc le nom de la ville, le nom du milieu, le nom de l'endroit. Donc Presbyterian Church, c'est pour dire qu'il y a là une église, donc les presbytériens, ce sont des protestants tendance calviniste, donc qui refusent, enfin bref, peu importe, mais qui ont les presbytériens ont une vocation missionnaire. Donc là où se crée, ou commence à se créer une communauté, le presbytérien installe lui-même son église, on pourrait dire son propre commerce à lui. En revanche, effectivement, le traitement du personnage, c'est-à-dire le prêtre, le révérend, qui est là comme une ombre pendant tout le film, qui n'a pour ainsi dire pas une ligne de dialogue, et qui surgit effectivement à la fin de son antre pour menacer John McCabe, est une figure assez glaçante de la religion,
et de cette proposition-là, quoi. Et par ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que certes, il y a l'église et le bordel, enfin tout le monde est au bordel et personne à l'église. Ça c'est vraiment... mais effectivement, on pourrait dire presque la menace de l'église, la phrase que tu citais, les prostituées quand elles ont du temps, ben, elles tournent à la religion. Cette idée-là que la religion fait partie, je n'allais pas dire de l'opium du peuple, hein, puisqu'il en est question dans le film, mais enfin, si quand même, il y a une menace latente, il y a une coquille vide, mais en même temps hyper violente, puisque dès qu'on y met les pieds, on menace de vous tirer dessus. C'est pas un refuge. C'est pas du tout un refuge. C'est pas du tout un refuge. Tout le monde chante à l'enterrement, il y a le prêtre, et là il y a une espèce de... Alors à l'enterrement, oui. Enfin, celles qui chantent le plus à l'enterrement, ce sont les prostituées. C'est-à-dire, en fait, les vraies, pour moi, celles qui font vraiment le lien de la communauté, ce sont les prostituées. Elles chantent à l'enterrement, elles aident à passer les seaux d'eau pour éteindre le feu dans l'église, elles font leur travail, on pourrait dire, jour et nuit. Elles sont vraiment celles qui travaillent le plus, quoi. Et celles qui sont le plus impliquées dans la vie de la communauté. Et d'ailleurs, c'est les seuls qui font un peu le travail du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plan, deux plans absolument géniaux. Il y en a plus, au moment de la séquence de l'enterrement, lorsque donc Shelley Duvall, qui voit que son mari est enterré, c'est même pas son mari, c'est son moyen de subvenir. Et on voit dans son visage, qu'est-ce que je vais devenir maintenant, voilà. Et donc, premier plan, on filme Shelley Duvall, ensuite on se balade comme ça sur les différentes personnes qui sont là, et puis il y a un arrêt sur le visage de Julie Christie. Et tout est dit, ça c'est la puissance d'Altman. Il n'y a aucun dialogue qui nous dit, tu sais, ça serait bien, etc. Shelley Duvall regarde Julie Christie, elle comprend tout. Elle comprend que moi je vais te sortir de là. Autrement dit, l'église, on arrive, on se fait tirer à coups de fusil à pompe. Le bordel vient, c'est un refuge pour toi. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, ce travail, en fait, il est fait par le bordel. Alors, il faut dire aussi que on est en 71, c'est d'un côté le temple de la contre-culture, de l'autre, c'est évidemment le temple de la religion, en tout cas des symboles religieux. On comprend bien cette espèce d'opposition dans le film. Mais je pense que cet échange de regard entre Shelley Duvall et Julie Christie, il est prodigieux. Hein, parce qu'elle voit pas Julie Christie comme quelqu'un qui d'un seul coup va l'exploiter. Elle lui dit, écoute, ton refuge c'est moi. Ça, c'est, Et il y a eu un micro-truc aussi que je voulais dire que je trouvais, en fait, je m'en étais pas rendu compte en voyant le film sur les trois tueurs, tu sais. Et je me disais que c'est drôle la façon dont Altman choisit en fait de les faire mourir. C'est qu'en fait, ils périssent par leur propre glaive. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que celui qui a tué Kit Carradine, qui termine dans des espèces de lacs, lui termine dans une espèce de cuve. Et on pourrait comme ça, à chaque fois, multiplier, voir la façon qu'il choisit, en fait, la façon dont ces gens-là, en fait, vont mourir. Enfin, je pensais à ça en revoyant. Allez-y, attendez. Ah oui, là, on vous entendra pas. Il a été tiré deux fois, une fois dans sa jambe, une fois dans son ventre. Et le mec, il a tiré, à mon avis, une seule fois. Il a tiré deux fois. Il a tiré deux fois? Oui. Ah, c'est raté. C'est ça le problème avec Altman. Ça ne triche pas au son. Un clignement d'œil chez Altman, c'est fatal, vous voyez. Peut-être là, effectivement, vous êtes relâché entre le premier et le deuxième, mais il y a deux détonations. Oui. Bon. Oui, allez-y. Oui, juste mon impression. Je ne m'attendais pas du tout à aimer ce film, en fait. Et au début, parce que je trouve que c'est un peu bordélique. Et alors, donc le début, comme ça... Préférez l'ordre. Non, mais ça me rappelle en tout cas, je vous ai entendu dire, ou lu peut-être, sur Carpenter. Carpenter disait que... a dit que Altman, pour lui, c'est un peu le bordel aussi. Et je vois bien ce qu'il veut dire. Et alors, du coup, avec effectivement cette multiplicité de sons, de dialogues, des phrases, des bouts de phrases qui finalement n'ont pas d'intérêt, je me demandais vraiment où ça allait. Au bout d'un moment, je me suis dit aussi que j'allais laisser tomber de chercher du sens. Ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et ça me donnait l'impression qu'en vérité, le sens n'était pas à chercher là, mais qu'il se passait autre chose, qui était
comme s'il y avait deux choses qui vivaient en parallèle, quelque chose qui est censé capter notre attention, comme les dialogues, etc., mais que le but, il n'était pas là. Et que j'ai eu le sentiment pendant une bonne partie du début d'avoir quelque chose qui se créait vraiment sous mes yeux, en fait. Quelque chose en mouvement, en création. Je ne veux pas du tout dire qu'il ne sait pas lui-même où il va, ni ce qu'il fait, ni rien du tout, mais j'ai eu l'impression que petit à petit, ça se précisait. Comme j'ai été très interloquée aussi par... il y a des tas d'ellipses, parce qu'au début, il n'y a rien, il y a 3 maisons, on ne sait pas où on est, on ne sait pas si c'est une communauté. Puis petit à petit, pof, il y a quelque chose qui surgit, qui est construit, il y a des escaliers, après il y a des divans. Après, on a quelque chose qui fait communauté, alors qu'on ne s'y attend pas du tout. Et j'ai trouvé aussi l'évolution du personnage de McCabe assez étonnante, parce qu'il arrive comme ça, c'est Warren Beatty. Moi, il m'agaçait même un petit peu, il fait un peu trop son malin, il a le regard de celui qui sait, qui assure et tout. Et petit à petit, je trouve que ça se déconstruit un peu. J'ai été surprise de voir comment il pouvait être un peu naïf, se laisser un peu avoir, et qu'effectivement, malgré tout ce que peut lui dire Constance Miller, il percute jamais. Et alors finalement, c'est un personnage qui pareil, évolue d'une façon, enfin en tout cas pour moi, inattendue. Voilà. Et au final, j'ai beaucoup aimé le film, et j'en suis ravie. Voilà. Écoutez, bravo, parce qu'on va finir là-dessus, parce qu'il faut qu'on libère la salle par rapport au film de 19h. Mais effectivement, vous avez vécu le film comme il est, c'est-à-dire à la fois un trajet, une construction, une élaboration au fur et à mesure, et qui reproduit quelque chose de la manière dont Altman fait lui-même le film, et le trouve en quelque sorte en le faisant. Ça oui, ça n'empêche pas la préparation, mais ça n'empêche pas de rester ouvert à ce qui va venir s'ajouter, comme on ajoute une construction à une construction, et Altman procède ainsi absolument, et avec ses acteurs, comme avec son équipe technique. Donc c'est, on pourrait dire, un work in progress, et vous le sentez dans le film. Bon, ben voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je pourrais juste ajouter, avant de remercier Jean-Baptiste, que La Dent en Or de John McCabe, c'est une invention, c'est une proposition de Warren Beatty à Robert Altman qui l'aurait gardé. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste Toutoré.